Ouais, comme c'était ma cité, je l'aimais trop. Je la trouvais super belle. Je la comparais à d'autres cités, elle était trop belle. C'était une beauté comparée à d'autres cités, ça, faut pas mentir. Plus belle que Paganini, bah, les cités plus belles que Paganini, c'est les cités qui ont été créées en 2004. C'est les cités qui sont sorties sous terre au XXIe siècle. Et franchement, il n'y a pas plus beau. Ma cité s'appelait Paganini. Mais pour nous, c'était Paga. Une cité de l'Est parisien. Une cité populaire du 20e arrondissement, sortie de terre au milieu des années 80. 20 bâtiments, 600 logements, 2000 habitants, un parc, une école, un cabinet médical, un magasin alimentaire, un coiffeur et 2 restaurants. Je suis arrivée à Paga à 6 ans, en 85. J'en suis partie à 22 ans, en 2001. 15 ans dans l'appartement 73, 7e étage, bâtiment 7 des immeubles roses. Vivre à Paga, dans ces années-là, selon qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pas la même chose. À l'extérieur, ce territoire semble exclusivement masculin. Les garçons qui y habitent sont aussi les gardiens de la cité. Leur cité, ils la connaissent dans ses moindres détails. Des halls au parking, des toits aux caves. Ils l'occupent, ils la squattent, ils la défendent, ils se battent pour elle, ils la malmènent, mais surtout, ils l'aiment profondément. C'est cette histoire que racontent Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, Madala, Mohamed, Giscard, Tariq, Rodney, Silvio, Guillaume et Cassim. Pendant 9 épisodes, ils évoquent l'arrivée, l'amitié, la mixité, la délinquance, mais aussi la guerre des clans, la chariance, les filles, le démantèlement et, pour finir, l'héritage de cette expérience commune. Il y a 35 ans, ils étaient des enfants, les premiers habitants de Paganini. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 1, l'arrivée. Je suis arrivé dans la cité en 1984. Alors il y avait une partie qui était en chantier, parce que quand je suis arrivé, le petit parc de derrière la cité n'était pas encore construit. Et je pense qu'il y a eu encore quelques petits chantiers au fond de la cité qui étaient en train de se finaliser. C'était grand, mais en même temps pas trop grand, je trouve, quand je compare aux gros blocs que je connais. C'était 2 gros blocs de bâtiments, du moins, qui permettaient d'avoir une allée centrale où les gens circulaient, et les enfants, en tout cas, jouaient. C'est les mémoires que j'en ai. Et du coup, on avait la sensation d'être chez nous, puisque c'était vraiment notre petite forteresse, en fait. Voilà, c'était une petite forteresse. C'est comme ça que je pourrais le définir. C'était aussi un peu comme Wisteria Allen, tu vois. Je sais pas si tu vois Desperate Housewives, tout ça. Tu vois, ils vivent dans une sorte de rue où les maisons sont les unes en face de l'autre et il y a une grande allée. Et ben nous, c'était un peu ça. Les immeubles étaient les uns en face des autres, il y avait une grande allée, il y avait un peu d'herbe à l'époque. C'était une cité ouverte. D'un côté, je me souviens qu'il y avait les rails, qui sont toujours là d'ailleurs. Et de l'autre côté, tu as le boulevard. Mais que, à l'époque, en tout cas, quand tu étais dans la cité, tu pouvais oublier qu'il y avait un boulevard à côté. La vie se faisait vraiment dans la cité, quoi. Dans ma tête, en tout cas, on était comme une grande famille communautaire, pas comme des hippies, parce que, voilà. On avait un AZ, c'était le magasin alimentaire qui était juste collé à la cité. Il y avait même un restaurant chinois. Les cuisines donnaient dans la cité et nous, on venait acheter notre bouffe. Et il y avait un restaurant italien, il y avait le médecin qui était à côté, il y avait vraiment tout. Donc en soi, on pouvait vivre dans la cité sans même avoir à sortir de la cité. Ouais, un petit village, quoi. C'est une résidence avec une voie piétonne. Et puis voilà, des rangées de bâtiments. C'est vrai que l'architecture avait vraiment été pensée dans ce mode un petit peu résidence, un peu cocon, avec une place, la place du Général Tessé des Marguerites en tête, et au bout de la rue Patrice de la Tour du Pin, une autre petite placette. Donc voilà, c'était vraiment pensé comme ça. C'était pas comme on pourrait le penser. On avait peut-être, nous, une image un peu fantasmée en disant cité, mais avec le recul, quand on regarde, pour moi, c'était une résidence. Et elle était... entre la porte de Montreuil et la porte de Vincennes, à la périphérie, sans lettres, quoi. On avait la chance d'être dans Paris, d'avoir le métro à 2 minutes et puis de pouvoir changer d'air un coup de métro ou de bus, quoi. C'était pas les grands ensembles de banlieue dont on parle, c'était pas la Grande Borne à Grigny ou des trucs comme ça, tu vois. C'était pas
des grands bâtiments moches, c'était plutôt coloré. Les bâtiments n'étaient pas trop hauts, donc c'était à taille humaine pour une cité HLM. C'était arboré, il y avait plein de plantes, des fleurs, voilà. Alors moi, par rapport à la cité, c'était un peu particulier parce qu'elle était, on va dire qu'il y avait comme des subdivisions, il y avait des immeubles de couleur. D'ailleurs, entre nous, on se repérait comme ça et on les désignait de la sorte. Moi, j'étais dans les immeubles bleus, donc qui étaient vraiment au fond de la cité, qui était un ensemble un peu à part. Il faut imaginer qu'en 85, les immeubles étaient flambant neufs. On avait un petit 2 pièces dans le 13e avec ma mère et mon petit frère, dans de l'ancien. Pas d'ascenseur, pas de baignoire, pas d'insonorisation. Et là, on arrivait dans un truc où il y avait des murs épais, un ascenseur qui montait super vite. Je me rappelle qu'il me faisait presque un peu un petit haut-le-cœur quand on montait. J'habitais au 9e, mais ça m'a toujours surpris, ça. On avait du double vitrage, on avait une gardienne, on avait un 4 pièces, une baignoire et 2 douches, un vide ordure et tout. C'était... Maintenant, ça peut paraître quelque chose de normal. Mais pour moi, à l'époque, je suis arrivé dans un château. Et ça sentait bon, c'était propre, il n'y avait pas de... On était vraiment heureux, en fait. J'étais content parce que j'étais dans un appartement qui était neuf, parce qu'on était les premiers habitants de cette cité. Voilà, j'habitais avec ma mère et ma sœur à l'époque dans un 3 pièces, donc je crois 63 mètres carrés. On avait 2 chambres, c'était un grand 3 pièces. Mais du coup, une fois de plus, comme tout était neuf, c'était assez confortable. On habitait au rez-de-chaussée. J'étais à 1 minute chrono de mon école. C'est-à-dire, je sortais de chez moi, je traversais et j'étais dans l'école qui était vraiment collée quasiment à mon immeuble. Donc c'était aussi un confort supplémentaire et je pense aussi qu'il a rassuré ma mère qu'on n'ait pas allé traverser les rues, etc., quoi. Et on sentait qu'on était les premiers. C'est comme quand on a un jouet ou une nouvelle voiture. Il y avait ce côté un peu excitant de découvrir. L'école était toute neuve, le parc à côté qui était tout neuf aussi. Donc il y avait ce côté de découverte qui était sympa. Plein de gens arrivaient d'endroits différents et on commençait à peupler un endroit de vie, quoi. Moi, je suis arrivé d'Haïti pratiquement, j'ai fait Haïti à la Cité. Quand je suis arrivé à la Cité, il n'y avait pas de béton au sol. Je pense qu'on est tous arrivés au même moment et c'est pour ça qu'on a ce lien. Parce que quand tu déménages, la plupart du temps, tu déménages, mais tu arrives dans un endroit déjà habité. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine relation, il y a déjà des amis qui se sont formés, il y a des groupes qui se sont formés. Quand nous, on est arrivés, personne ne se connaissait. Donc je pense que le lien vient aussi de là. On n'était que des enfants, on avait tous le même âge, avec le même état d'esprit, tous des immigrés. Pour moi, on était tous français. On avait des couleurs différentes, mais par contre, on était tous pareils. Avant, c'était pas une cité proprement dit. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été vendu comme ça. Et au début, c'était même une espèce de petit village assez sympa. Et je crois qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, donc dès que je suis arrivé à l'âge de 8, 10 ans, on commençait à avoir ce qu'on peut appeler une cité. Avec des personnes de différentes origines, c'est pas le souci, au contraire même. Mais le truc où il y avait un niveau social qui était relativement bas. Moi, limite, je faisais partie des bourges de la cité, au début en tout cas. Parce que je me rappelle, mon père m'avait acheté une espèce de petite moto électrique quand j'avais 5 ans et les autres devenaient fous. Alors on la descendait tout le temps et puis on faisait des tours avec ça. Et je voyais qu'il y avait un petit décalage entre ce que moi je connaissais à la maison et puis ce que les autres avaient à la maison. Je me rappelle d'une espèce de grande cour de récréation où tous les enfants étaient ensemble, jouaient ensemble par tranche d'âge. Donc il y avait des groupes d'enfants. Aucun risque de se faire écraser, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de voiture, enfin, il y avait des vélos, mais c'était nos vélos, hein, donc il n'y avait pas de circulation. On se sentait même presque dans un enclos protégé, quoi. C'était vraiment un truc comme ça, et où tu te sentais à l'aise, et t'étais vraiment qu'avec des gens que tu voyais tous les jours, donc une espèce de grande famille. Donc moi, je me rappelle de ça, c'était assez... C'était bien fait, la cité était très bien faite, contrairement à d'autres cités que j'ai pu voir, elle était super bien faite. Alors quand on est arrivé, elle n'avait pas de nom. Entre nous, on n'avait pas de nom pour la désigner. Donc par la suite, ils ont donné des noms de rues, mais c'est arrivé quand même
assez tard, peut-être 1-2 ans après mon arrivée en 85. Et donc ça s'est appelé la rue Patrice de la Tour du Pin. Donc nous, on n'avait pas envie de dire qu'on habitait dans la cité de la rue Patrice de la Tour du Pin, tu vois, ça c'est un peu long. Et bien plus tard encore, alors que le bus, qui était le PC, la petite ceinture qui fait tout le tour de Paris, qui existe encore aujourd'hui, même s'il est remplacé par le tramway, ne s'arrêtait pas devant nous. Il y avait un arrêt à Porte de Montreuil et un arrêt à Porte de Vincennes. Donc il fallait marcher jusqu'à l'une ou l'autre des deux portes. Et donc, à un moment, ils se sont décidés à mettre un arrêt de bus à cet endroit-là, qu'ils ont appelé Paganini. C'était la rue d'en face où il y a le centre des impôts de l'Est de Paris. Et donc, c'est venu un peu tout seul d'appeler ça Paganini, quoi. Mais au début, c'était la cité, quoi. Quand on discute entre nous, c'est la cité. Si on reprend l'histoire, les grands des grands, c'était pas Paganini. C'était 47 TSM. Alors ça, c'était le nom de bande qu'on s'était inventé avec ceux de ma génération. C'était la mode du tag. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que c'était à la fin des années 80 et début des années 90, mais c'était un phénomène massif. C'est-à-dire que tout le monde taguait partout. Et Paris était recouvert de graffitis. La plupart du temps, les noms de bande, c'était en 3 lettres. Et donc, nous, on s'était trouvé ça. Et le 47 TSM pour tout simplement mortel. Il faut savoir qu'il y avait TSN, c'est tout simplement noir. Et le mec de TSN, qui était une grosse carrière de l'époque, et qui faisait des aspects, sous tous les aspects, ce sont tous des aspects. Ou le Nick la police, non, rien de rien, qui met Cut Killer dans la haine, bah ça, c'est aussi TSN. Et lui, c'était genre la carrière de Paul Valéry. Et ça voulait dire tout simplement mortel. Et on avait accolé le 47 devant, parce que c'était le numéro du boulevard, puisque la cité était située sur le boulevard Davout. Et donc, c'était le numéro 47. Cité, ça a ce côté fermé aussi. Ça a ce côté, quand on est dans une cité, on est dans un endroit clos. C'est un endroit, mais ça vit. C'est quelque chose qui protège, mais c'est en même temps quelque chose dans lequel on est exposé. D'un côté, c'est la jungle, mais d'un côté, c'est le refuge. Il y a un peu tout ça, quoi. De nous-mêmes, on se fermait du monde extérieur. On sortait rarement de la cité. Les moments où on sortait ensemble, quand on prenait le métro, c'était toujours des expéditions, c'était loin, quoi. Et quand on sortait ensemble, on devait être des caricatures de petits jeunes de cité qui sortaient, qui ne savaient pas se tenir, parce qu'ils voyaient plein de trucs de nouveaux, les gens vivre normalement dans Paris, qui ne nous ressemblaient pas et à qui on ne ressemblait pas. Mais pour nous, c'était des gens comme à la télévision. C'était des milieux qui ne se mélangent pas, finalement. À suivre sur arteradio.com. Ils s'appelaient Charlin, Tariq, Israël, Guillaume, Steve, Arsham, Zelko, Mohamed, Robinson, Ismaël, James, Zaki, Madala, Silvio, Tariq, Cédric, Nadia, Séham, Samir, Charlin, Thomas, Kassem, Khaled, Kamel, David, Michael. On devait être une petite trentaine quand même, une petite quarantaine même facilement. Et encore, je crois que je suis loin du compte, on devait être plus que ça. Grandir dans une cité, c'est particulier. On connaît tout le monde et tout le monde nous connaît. On y tisse des amitiés solides, sincères et fidèles. Mais c'est aussi un monde très masculin. 20 ans plus tard, j'ai retrouvé mes copains de Paga pour qu'ils me racontent notre cité. Leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Séham Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 2. L'amitié. Mon tout premier souvenir de la cité, je suis arrivé en novembre 85 à la cité, un vendredi.
Un vendredi, parce que je sais que ma mère m'a dit bah tiens, tu vas aller à l'école demain. Et comme tous les gamins de 10 ans, quand on va débarquer dans une classe, on se dit bah ils vont tous me regarder. En plus, moi je débarque de je sais pas où. Je suis parti à l'école le lendemain et ça se terminait à 11h30. Donc j'ai été présenté à tous mes petits camarades. 1 heure ou 2 heures après la sortie de l'école, il y a Mohamed Fatih qui est venu. Alors je sais pas comment il a eu mon étage et ma porte, mais il est venu avec des rollers. Il m'a dit tu veux qu'on aille faire du roller? On a fait du roller tout l'après-midi. On est parti à la frontière de mon univers connu de l'époque, c'était les portes de Montreuil. Et il m'a montré ce que c'était que les puces. Alors moi, j'avais aucune idée de savoir ce que c'était. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un joyeux bordel avec des vendeurs à la sauvette, plein de monde et tout. Puis il y a une mini fête foraine à l'époque, mais ça n'existe plus. Et c'est comme ça qu'on est devenus potes et je m'en suis toujours rappelé. Le quartier où j'habitais avant, personne ne serait venu frapper à ma porte comme ça, surtout un inconnu, en me disant viens, on va jouer. Quand tu es dans une cité, tu as des copains que tu peux voir à tout moment. C'est pas comme les autres qui habitaient pas en cité, puis une fois que l'école était terminée, ils rentraient chez eux, ils faisaient leurs devoirs, ils se mettaient devant la télé, ils attendaient leurs parents, et puis voilà. Là, t'avais, ça fait un peu emphatique, mais l'aventure au bout du chemin, tu vois, l'aventure au coin de la rue, tu descendais, tu savais qu'avec tes potes, t'allais pouvoir faire les 400 coups et faire des conneries, et voilà, et t'avais juste pour ça à sortir. Donc après l'école, tu posais ton cartable, tu descendais et t'allais sonner chez un pote pour aller le chercher, pour jouer au foot, pour faire n'importe quoi. Donc c'est une amitié qui est assez forte parce qu'on se voit beaucoup. Tu te vois en classe et puis après tu te vois dehors. On traînait tous ensemble, vraiment. Il n'y avait pas du tout de segmentation dans ni les religions, ni les nationalités, ni les groupes ethniques. On était vraiment tous ensemble. Il n'y a pas plus de 3 ou 4 ans de différence au sein d'un même groupe. Après, c'était vraiment un autre groupe. Il y avait les petits qui traînaient ensemble, les plus vieux qui traînaient ensemble. Et nous, on était le groupe principal, parce qu'on réunissait le plus de monde. Il y avait bien sûr les gens du même immeuble. On était à l'école ensemble. Il y avait Archam du 6e, Karine au 5e, il y avait Nassima au 1er, il y avait Zaki au 7e, Sébastien au 8e, moi au 9e. Il y avait un sentiment d'appartenance parce qu'on faisait partie de la même cité, mais au sein de la cité, il y avait un sentiment d'appartenance différent quand on faisait partie du même immeuble. Ça rapprochait encore plus les gens. Il y a une espèce de cohésion de groupe qui s'installe, puisque du coup, les gens, c'est tout nouveau, donc tout le monde découvre tout le monde. Et il n'y avait aucun a priori d'aborder telle ou telle personne, de se parler, de partager. Donc on a vite fait de se faire des amis, d'aller manger chez un tel, ou qu'un tel vienne manger à la maison. Notre cité, je trouve qu'elle était quand même plutôt calme, plutôt tranquille. Voilà, c'était le sport, le ballon, on jouait au basket, on jouait au foot, on jouait au tennis. Et puis, il y avait un truc que j'ai vu dans notre cité qui n'avait pas dans d'autres cités, c'est que nous, pendant une période, on a une grosse période où on jouait aux échecs. Donc, on faisait des tournois d'échecs carrément dans la cité. Donc, au point où des fois, ça créait une espèce de convivialité, puisqu'on jouait avec des voisins, des passants de certain âge qui jouaient avec nous, qui étaient intrigués, du coup, qui venaient jouer avec nous. Et du coup, ça a créé un échange intéressant. On parlait, on se charriait, on se racontait des histoires. On faisait des bêtises, on courait, on faisait du scooter. La plupart du temps, je pense qu'on galérait. Clairement, on galérait, on s'occupait comme on pouvait. Beaucoup d'entre nous étaient pas très assidus à l'école, je pense. Donc on était plus des gens qui traînaient et nos parents travaillaient de toute manière et étaient vraiment très occupés. Le vrai but, c'était surtout d'être avec des gens et avec notre groupe, quoi, et de s'amuser. C'est très fraternel, c'est très clan, c'est très soudé. C'est très dur aussi parce qu'il faut faire sa place. C'est pas évident. Des mecs qui te charrient, des mecs qui te bousculent, des mecs qui essaient de voir un peu, excuse-moi du terme, mais ce que t'as dans le pantalon. Et puis, moi je suis pas forcément un bagarreur et limite tout ce qui est violent c'est pas trop mon truc. Mais il fallait des fois le faire. Pas parce que j'en avais envie, mais parce qu'il fallait faire sa place, sinon t'es entre guillemets. C'est pas que t'es pas accepté, mais c'est qu'après on te met dans une espèce de catégorie de mecs faibles et ça je voulais pas. Je me rappelle un jour, on devait. Un mec qui s'était battu avec un autre mec de la cité de Saint-Blaise. Et puis il fallait qu'on aille tous là-bas et qu'on se tue avec eux le coup, quoi. Moi je regardais le mec, je dis, on va pas faire ça. Mais si, on va faire ça, et puis genre tu vas venir. Il n'y a pas de discussion en fait. Et je dis bon d'accord. Mais quand j'ai dit bon d'accord, j'avais déjà mal au ventre. C'était violent, je crois qu'on était débarqué là-bas à 40 ou à 50.
On leur a mis une dérouillée, mais le problème c'est que vu ils étaient pas prévus, eux aussi ils sont venus, puis on n'était pas prêts, donc on a pris une dérouillée, puis ça s'arrêtait jamais des fois. Et il y a une anecdote qui était folle, c'est qu'un jour on en avait tellement marre de se mettre sur la gueule par surprise. Alors un jour ils sont tous venus, là on était prêts, et on a dit voilà, on va pas tous se battre en même temps, prends le plus fort de chez vous, comme dans 3. Tu l'as vu le film 3, c'est la première scène de 3. Prends le plus fort, moi je prends le plus fort, on les a mis dans le parc, il y avait le terrain de basket, entouré par des grillages. Nous, on était tous autour, et c'était Robinson qui était parti au charbon, face à un autre mec qui s'appelait Christian, je crois, je sais pas comment il s'appelait, il lui prenait de 2 têtes, et ils se sont tués de coups pendant 20 minutes. Mais c'est long, 20 minutes. C'est pas des rounds où tu vas te reposer pendant 1 minute ou 2 minutes. C'est pendant 15-20 minutes, ils se sont tués de coups. En plus, il y a la pression, parce que tout le monde te regarde, donc même si c'était difficile, ils se relevaient constamment. Ils sont repartis les 2 avec une tête comme ça. Donc c'était très violent, mais bon, on était obligés de se tenir les coudes pour pas qu'on se fasse emmerder par d'autres groupes. Et eux, je pense que de leur côté, c'était à peu près pareil. Donc qu'est-ce que c'est que l'amitié ? C'est vraiment un engagement finalement. Ça veut dire que t'es engagé dans un truc, parce que le mec qui a été tapé, le mec de Saint-Blaise, peut-être qu'il avait tort, hein, mais on s'en fout, il fait partie de notre équipe, alors on est là. Il n'y a pas de discussion s'il a tort ou raison, tu touches pas à nos gars, quoi. Donc voilà, c'est très engageant, mais c'est aussi rassurant, parce que vu qu'on a grandi dans un truc où c'est un peu violent, tu te sens pas seul. Tu sais qu'aussi, si t'as une galère, tu peux compter sur tes 30 mecs et s'il faut y aller, ils vont y aller. Mais ils vont même pas chercher à savoir si t'as tort ou t'as raison. Tu leur dis j'ai un problème, ils vont débarquer, quoi. Faut savoir que quand il y avait du bruit, quand on était nombreux, nous on avait nos 5 fenêtres côté cité en plein milieu, tu pouvais pas dormir les fenêtres ouvertes quand même. C'était impossible. Ça résonnait de dingue. Moi, ma mère, elle m'a plus d'une fois engueulé à la fenêtre en disant que je ferme ma gueule, quoi, parce que je l'empêchais de dormir en bas. Ou même des fois, elle m'a fiché en me disant « Cédric, il fait froid, viens chercher un manteau !» La mère juive, quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi, ma mère, quand je suis arrivé à la cité, c'est une des seules, elle se mettait à la fenêtre, elle disait « C'est bientôt fini ce bordel, je vais appeler les flics !» En primaire, j'arrivais, Braille, il me disait « Ouais, ta mère et tout, on va te défoncer et tout ça !» Il me faisait des menaces parce que ma mère a gueulé. Et puis ils m'ont jamais rien fait. Et après, en vieillissant un peu, ils m'ont dit « Mais tu sais quoi, en fait, au moins ta mère, elle avait des couilles. » Alors qu'elle est toute petite, elle fait 1m50, ma mère. Et ma mère, en fait, elle appelait même pas les keufs. Elle gueulait à la fenêtre. L'amitié dans une cité, c'est quelque chose de très fort. C'est des amitiés qui sont solides. Parce que nous, on a vraiment grandi ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mes amis, je les ai connus en 84, j'avais 8 ans. On est toujours amis aujourd'hui. Et on se voit, depuis toutes ces années, on s'est toujours vus avec autant de régularité. Donc, c'est-à-dire que c'est des amitiés de plus de 30 ans. On a vraiment été, entre guillemets, on peut même le dire, élevés ensemble et on a vraiment grandi ensemble. Donc, c'est une amitié qui, pour moi, est la plus sincère, la plus solide possible. Et même si on ne se voit pas tous tout le temps, il y a toujours une connexion, il y a toujours quelqu'un qui va être un peu un élément fédérateur, qui va relier un tel à un tel et se retrouver de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui est lié aussi le fait de tout ce qu'on a partagé. Donc on partage des choses depuis tellement longtemps et du coup il y a des bonnes et des mauvaises choses qui permettent de, une fois de plus, consolider ce sentiment d'amitié. À suivre sur arteradio.com. C'était très mixé socialement, ethniquement. Après coup, j'ai su que ça correspondait à une période où il y avait une transition entre les immigrations nord-africaines qui laissaient la place à une immigration plus subsaharienne, mais là, on était vraiment justement à une époque où tu sentais cette transition parce qu'il y avait de tout. Il y avait des rebeux, il y avait des renois, mais il y avait aussi plein de feuges. Je te dis, j'avais un pote iranien, il y avait des gens qui venaient de partout, des Antillais, et même socialement, puisque tu avais des HLM de la ville de Paris, mais tu avais aussi des logements intermédiaires. Moi, par exemple, les immeubles bleus, c'était des logements intermédiaires. Donc ouais, tu avais un mix social. Il y avait de tout, vraiment de tout. Ouais. Grandir en cité, ce n'est pas pareil que de grandir au centre-ville ou dans les pavillons. C'est un ensemble d'émotions fortes et contradictoires. De la proximité, de la chaleur, mais aussi de la séparation entre les sexes ou avec le monde extérieur.
c'est surtout un formidable melting pot. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 3. La mixité. Moi j'ai un frère, une sœur et mes parents, donc on était 5. Mais j'avais certains potes où ils étaient 64 dans l'appartement. Parce qu'il y a ce truc, je pense, dans certaines communautés où... Allez, la polygamie en France, il n'y a pas trop ce délire-là aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont trouvé les barrières pour que ça puisse passer. Et je me rappelle une fois, j'ai été voir un pote, et je rentre et je vois un truc, je dis mais c'est quoi tout ça? Il me dit c'est toute ma famille. Je dis mais c'est pas possible, il n'y a pas de 64 dans la maison. Il me dit si, mon père il a 4 femmes, il y a 4 grandes chambres, un grand salon, et en fait chaque chambre, il y avait la mère de famille et les enfants qu'il a fait avec cette femme-là. T'imagines, s'ils ont fait ne serait-ce que 3 gosses par femme, c'est un truc de fou, quoi. Et puis donc, il y avait le salon où tout le monde se réunissait. Donc, t'avais des espèces de demi-frères un peu partout. Et t'avais le père qui était une espèce de pacha, tu vois, avec ses 4 femmes et ses 64 gosses. Mais c'était bien, c'était intéressant. Mais nous, pour le coup, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, en tout cas, on était 5. Je pense pas qu'on faisait partie de ceux où il y avait le plus d'enfants dans l'appartement. T'avais des Antillais, beaucoup d'Africains, des grandes familles, beaucoup de Maliens en particulier, des Français, des Juifs séfarades et des Juifs Lubavitch, vraiment, t'en avais beaucoup. Moi, je me souviens, la cornemuse, le samedi matin, le chouffard, là. Et puis, voilà, ils étaient là avec les fils et tout. Eux, ils sont partis avec le temps. Les Français, il y en a pas mal qui sont partis aussi. Et je vais te dire, les familles de Français, c'était pas des riches. Hein. Les papas, c'est des chauffeurs de camions, quoi. Ils sont pas là de la semaine. Et puis, voilà, il y a ces familles d'Africains qui sont très nombreux. Moi, pareil, pour y être allé souvent, t'as la chambre des enfants, t'as 3 lits superposés. Donc, ils dorment à 6. Une petite armoire avec des vêtements, et basta. Il n'y a pas un jouet. Dans le salon, t'as le papa, habillé en tenue africaine. Les femmes qui sont dans la cuisine, ça sent la zombie, vénère. Tu peux manger du rice quand tu veux, et basta. Donc en fait, eux, ils sont là, ils mangent, ils dorment, et tout le reste de la journée, ils sont dehors en fait. Et puis en plus, par exemple, là, je prends cet exemple-là dans l'immeuble d'Israël, et c'était cousins. Donc ils passaient d'un étage à l'autre. Pour eux, l'immeuble, c'est la colo, quoi. J'ai mes cousins dans le même immeuble, mais au 6e étage, et j'ai l'autre cousin au 8e étage, tu vois. Et c'est ouvert. Je veux dire, la porte est ouverte. Ils ne claquent jamais la porte. Les portes sont ouvertes. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu manges du riz. Moi, je rentrais, je mangeais du riz, du poulet et je repartais. Quand j'avais faim, dans une famille africaine. Moi, je connaissais tous les apparts de toutes les familles, de tous les bâtiments. Je ne suis pas pratiquement rentré dans tous les apparts de la cité, sincèrement. J'ai des souvenirs, je suis à Paganini, je suis en bas, il est, 22h, 23h, j'entends de la musique, je monte, il y a une soirée africaine de daron, ils me font rentrer, je mange du poulet, du riz, puis je redescends fumer un ouinge, quoi. Alors que je suis blanc et... Non, parce que si t'es là, c'est que tu fais partie de la cité. Sinon, t'es pas là, quoi, tu vois. Quand on est jeune, on fait pas attention à ça. Mais moi, j'avais des copains qui étaient indiens, des copains qui étaient africains. Moi-même, je suis antillais. Mon meilleur ami de la cité, c'était un juif. On était copains, peu importe la couleur, peu importe la religion. On se posait pas ces questions, quoi. Alors, ce qui était bien à la cité, c'est qu'il n'y avait pas que des Noirs, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Juifs. On s'amusait avec eux. Je me rappelle, quand on ne voulait pas appuyer sur l'interrupteur, le vendredi, et quand nous on squattait à les halls, et qu'il y avait Franck ou Israël qui nous demandait juste appuyer sur le bouton pour nous laisser rentrer, mais nous on s'amusait de ça. Et c'était tellement marrant. Ils restaient des 15-20 minutes dans le hall avec nous, comme si c'était des dealers, des délinquants, et pourtant ils n'avaient qu'une seule envie, c'est qu'on appuie sur le bouton pour les laisser rentrer chez eux. La porte est ouverte. S'il vous plaît, refermez la porte derrière vous.
Après, tu avais aussi des Chinois. Dédé, aujourd'hui, je le vois. Dédé, Shaino, Anne, Annie, Pascal. Eux, c'est une histoire de ouf. C'est des Viettes qui habitent dans le même immeuble. Ils sont arrivés en France, sûrement guerre du Vietnam, ou un truc comme ça, enfin, réfugiés politiques, quoi. Ils arrivent avec leurs 4 enfants. Un seul est grand. On lui dit comment tu veux t'appeler. Ils veulent donner des noms français. Donc lui dit Pascal. Les autres, ils sont tout petits. Ils prennent le livre des prénoms. Ils ouvrent au début à A. Et ils ont dit Anne, Annie, Alain, André. Allez hop, affaire réglée. Les 4 prénoms. A. Comme ça, première page. C'est drôle, hein? C'est la vie. Quand je suis arrivé dans cette cité en 84, il n'y avait pas cette notion de communauté religieuse, en tout cas. Il y avait des éducations, ce que tes parents t'avaient appris en termes d'éducation religieuse, mais ça t'appartenait et tu mélangeais pas ça ou tu comparais pas ça avec celle des autres, en tout cas. Or, aujourd'hui, c'est devenu effectivement un peu plus marqué. C'était un non-sujet, en fait. Ça n'existait pas, la religion. On avait beaucoup de copains musulmans, on mangeait pas de porc, on ne buvait pas d'alcool, mais personne faisait la prière. On n'allait pas à la mosquée. Et voilà, c'était plus culturel qu'autre chose. Par contre, j'avais des copains juifs pour qui on sentait que la religion était beaucoup plus présente. Ils mangeaient toujours cachère, ils étaient dans les bar mitzvahs, etc. Enfin, moi, pendant ma période à la cité, pour moi, la religion, ça n'a jamais été un sujet. Et d'ailleurs, autour de moi, tous mes copains, personne ne faisait la prière, personne ne mangeait halal. Ça l'est devenu après, mais j'étais plus dedans. J'ai une autre anecdote qui est arrivée beaucoup plus tard, c'est qu'un jour j'avais 13-14 ans, il y a un mec qui vient, et puis il savait pas que j'étais juif, donc il commence à parler avec les autres, puis il commence un petit peu à pas très bien parler des juifs en tout cas, donc moi je le laisse parler, et les autres, je vois que les visages commencent à se crisper, il se rend pas compte qu'en fait il va se retrouver dans un traquenard au bout de 5 minutes, et à un moment il va trop loin, je lui balance une baffe, il regarde les autres, genre vous faites rien, et les autres en fait ils ont dit mais tu t'es cru où ici à venir faire ta politique là, viens pas parler de religion ici il y a pas de ça. Et je me rappelle de ça, ça m'avait bien marqué. Alors moi, par exemple, je suis franco-tunisien. Ma mère a été élevée dans la religion catholique, mon père était musulman. Dans le même groupe, on avait des Antillais, comme Charlin, qui avait fait son catéchisme, qui était plutôt catho, Jacques aussi, Camerounais catholique, des Maliens, comme Braille, des Sénégalais musulmans, comme Harouna. Il y avait même des Juifs hassidiques. Ils traînaient avec nous jusqu'à l'âge de 13 ans. Après leur bar mitzvah, ils mettaient un chapeau et un manteau noir et tout, et ils nous disaient un petit peu bonjour, mais je crois qu'ils n'avaient plus trop le droit de traîner avec nous. Il y avait des Asiatiques, il n'y avait aucune fille voilée. J'insiste sur ça, j'ai jamais vu une nana voilée dans la cité. Les seules dames voilées que j'avais vues, c'était vraiment les vieilles dames, les grands-mères de mes potes, et encore. Alors bien sûr, mes petits camarades faisaient le ramadan et mangeaient pas de porc, mais jamais il y avait de prosélytisme, jamais, ça n'existait pas. Dans les années 96-98, il y a commencé à avoir des mecs qui ont commencé à se convertir et essayer un peu d'engrainer les autres. En gros, en te disant que la bonne voie à suivre, c'est celle-là, que boire de l'alcool, c'est pas bien, qu'il faut se laisser pousser la barbe, que les filles doivent être respectables, voilà. Et puis après, moi, j'ai eu la grande surprise de voir les filles avec qui j'avais grandi porter le voile, même les gants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu après. Mais en tout cas, pour ma génération, et même encore maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de nous. Chacun faisait son truc chez soi. T'es musulman, Mazal Tov, t'es juif, Mazal Tov, t'es chrétien, Mazal Tov, y a rien. Ça a commencé quand il y a eu l'intifada, je crois, le premier intifada, où là, les médias se sont bien chargés de foutre un peu la merde. Tu sais, entre deux religions qui, s'ils se rappellent un petit peu, si chacun se souvient de son histoire, moi je me rappelle d'un mec qui était le premier monothéiste, qui s'appelle Abraham. Il n'y avait pas de juifs et de musulmans à l'époque, les religions n'existaient pas. T'as juste eu un mec qui a dit, y a un seul Dieu et c'est Dieu, c'est Abraham. Il a eu un enfant, Yitzhak, puis il a eu un autre enfant avec une autre femme, Ismaël. Et puis finalement, donc si tu regardes Ismaël et tu regardes Yitzhak, ça s'appelle les demi-frères, tu vois. Donc normalement, on n'a pas de problème. Normalement. Mais bon, alors ok, l'histoire a fait que, à un moment, Israël, les trucs, les Palestiniens, j'entends. Il y a sûrement, voilà, de part et d'autre, des bonnes ou des mauvaises raisons, et j'entends tout. Mais c'est pas un problème entre juifs et musulmans, c'est un problème entre israéliens et palestiniens. Donc c'est juste deux peuples. Sauf que les médias en ont créé ce problème. Et là, ça m'est arrivé une fois où je me suis embrouillé avec une fille. Elle me dit, mais ta gueule, toi, sale juif. Et c'était la première fois que j'avais entendu ça dans la cité. J'avais peut-être déjà 19 ans. Et ça m'a tellement choqué, en fait, que j'ai même pas pu la monter en l'air. Je l'ai regardée, j'ai dit, mais putain, pourquoi tu dis ça, toi? Quel rapport avec les juifs, en fait? Bon, c'est devenu, petit à petit, avec le temps, un souci. On a des mecs de la cité qui sont devenus... Alors,
Vu de l'extérieur, on voit un changement radical. C'est-à-dire que les mecs, du jour au lendemain, tu les vois plus, puis quand ils reviennent, ils ont une barbe comme ça. Il y en a même un, il me serrait plus la main. Ils deviennent musulmans religieux. Vas-y, c'est au contraire, t'as envie de te rapprocher de Dieu, grand bien te fasse. Mais pourquoi tu me serres pas la main? En fait, c'est quoi ton délire, en fait? Et il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont commencé à... Et donc là, j'ai commencé à voir que ça tournait. Tu me parles de la place de la religion, il n'y avait aucune place, mais je vais te parler de la place de l'homophobie, qui est encore pire que la religion. Parce que ça aussi, c'est important pour les gars de cité. Mais tu sais que moi, j'ai appris que les homos existaient quand j'avais 16 ans, 17 ans. Que j'étais pas au courant. Que pour moi, tu sais, c'était un homme, une femme, et point à la ligne. Et c'est quand on a commencé à matraquer la télévision, parce que voilà, il fallait avoir un minimum d'homos et compagnie, c'est là que je me suis aperçu qu'en fin de compte, des homos, il y en avait plein. Mais pour nous, il n'y avait pas ça. Si nous, on vivait dans notre petit cocon, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas d'homo, il n'y avait rien du tout. À suivre sur arteradio.com. Nous, on avait la chance d'être une cité parisienne, plutôt intégrée. On n'était pas en marge, on n'était pas une cité à 60 km de Paris, on n'était pas à Mantes-la-Jolie où il fallait 45 minutes de RER pour venir s'encanailler à Paris. Nous, on avait le métro. Si on voulait aller faire la fête à Bastille, on prenait le métro, on y était à 3 stations. On avait des bibliothèques, on avait un parc, on était plutôt bien servis par rapport à effectivement des cités de banlieue ou de grandes banlieues. Malgré tout, on était plutôt un truc de taille moyenne, je dirais. Finalement, sans trop de délinquance au début. En tout cas, dans ma génération et jusque dans les années 90-91, il y avait un petit peu de deal, mais c'était pas vraiment ce que la cité a connu après, où là, c'est devenu la plaque tournante de Paris au niveau de la revente de drogue. Un peu avant la fin du millénaire, ouais, je dirais 99, 2000. J'ai grandi cité Paganini, une cité construite dans les années 80 dans un quartier populaire de Paris. J'ai grandi là, mais en tant que fille, j'étais à l'écart, comme protégée de la vie de la cité, de la vie nocturne, de la vie parallèle, la vie des garçons et de leur trafic. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 4, la délinquance. Alors effectivement, par rapport aux gens qu'on côtoyait, parce qu'on était en cours avec eux, certaines personnes avaient peur de venir à la cité parce qu'ils avaient peur de se faire dépouiller leur basket ou ils avaient une espèce de crainte là, de l'insécurité. Mais on n'était pas une cité violente où il n'y avait pas ce phénomène de bande, d'agresser les gens. C'est quelque chose qui est venu, je pense, après. La drogue, c'était vraiment un truc marginal. C'était des mecs qui venaient de la rue d'Avron et de la rue des Maraîchers qui venaient vendre de la drogue chez nous. Pour nous, c'était des vieux, ils avaient 21, 22 ans, c'était des vieux, hein, on avait 14, 15 ans, et on les déconsidérait totalement. Pour nous, c'était vraiment des marginaux, ils nous faisaient presque peur, on traînait pas avec eux. Voilà, on était plutôt une cité, en tout cas à mon époque, plutôt sage, et voilà. Je pense qu'on a tous commencé un petit peu à flirter la ligne rouge quand on sort de l'enfance, et qu'on arrive dans le monde de l'adolescence. Et donc là, on rentre un peu dans le monde des adultes, on se rend compte que l'argent a une place. Il y avait déjà des grands qui faisaient de l'oseille, puisqu'ils tenaient un peu la cité et puis ils vendaient un peu là-bas. Et vu qu'on n'avait pas d'argent, on se rendait compte que par rapport aux autres gens de l'école, quand on allait tous chacun dans nos collèges respectifs, voilà, nous on a à peine de quoi se payer un grec et puis il y en a, c'est pas comme ça, quoi. Donc on voit qu'on a un décalage, on voit les tenues vestimentaires, on voit et on sent vite qu'il faut de l'argent. C'est là où on rentre dans le système où on cherche à faire de l'argent avec ce qu'on a devant nous. Donc c'est qui nos exemples? C'est les grands. Et c'est quoi l'exemple? C'est va voler, va vendre du shit, va vendre autre chose. J'ai même fait un sac un jour, j'ai très honte.
Mais je l'ai fait. J'ai volé une voiture, j'ai volé des scooters, j'ai vendu du shit. Il y avait un film qui s'appelait Fresh. C'était une espèce de petit Renoir aux États-Unis qui essayait de s'en sortir et qui vendait du shit aussi ou de la drogue. Et son trip, c'était il avait gagné son premier billet, il a enroulé comme une espèce de grande cigarette. Puis après, il rajoutait des billets au fur et à mesure, jusqu'à un moment avoir une espèce de gros pavé comme ça en rouleau. New York City, in a world of deep loyalties. What one boy saw could have made him the next victim. Et moi, je me rappelle de ça. J'ai dit, putain, moi, je veux faire comme lui. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça. Il y a eu trafic de drogue, mais avant le trafic de drogue, il y avait des trafics de scooters. Il y avait des scooters volés. Ça a commencé par les vélos volés, après c'était les scooters volés. Il y a des gens qui allaient agresser des gens dans la rue pour les dépouiller. Hein. Il y a eu un peu de tout dans la cité. Notre spécialité dans cette cité, entre guillemets, c'était surtout, il y avait des mecs qui volaient beaucoup de scooters. C'était vraiment un truc qui était vraiment le plus marquant de ma génération. Et après c'était la drogue. Hein. Je crois qu'il y a eu même quelques arracheurs de sacs. Voilà. Il y a eu un basculement à partir de l'adolescence où finalement, pour certains, la cité était devenue trop petite et qui ont aspiré à voir et à avoir autre chose. Et nous, on était les petits à l'époque, entre guillemets, et on avait quand même aussi des grands devant nous et qui finalement ont pris des directions qui ont fait que ça a un petit peu changé. Je pourrais pas le situer, mais il y a eu un moment de bascule, peut-être la drogue. Ouais, je dirais la drogue. C'est comme si la cité avait grandi parce que plus de monde de l'extérieur arrivait, quoi. On voyait de plus en plus de gens venir acheter de la drogue. Le shit, quoi. La drogue amène les soucis qui vont avec, les embrouilles de clans, les bagarres, tout ce que peut rapporter la drogue, ouais. Quand la drogue est rentrée, moi je sais, quand j'ai pris mes distances, je sais que pour moi c'était une ligne rouge que je ne dépasserais pas. Et pourtant je disais bonjour aux mecs, on continue à jouer au foot ensemble. Mais il y avait quelque chose de nouveau qui avait été introduit qui permettait à des copains de gagner de l'argent. Au début un peu, puis ensuite de plus en plus, alors que nous on était encore des gamins. Et j'ai senti les gens changer. Gin, le chocolat. On est dans les années 90. Dans les cités, on n'était pas suffisamment évolué, logistiquement parlant, je dirais. C'est pour amener tout ce qui est cocaïne et tout le reste. C'était pas du tout un autre marché. Et nous, on était plutôt sur le marocain. Et après, le marocain qui a suivi l'Aya et compagnie. Et maintenant, ils sont passés à la coke. Mais avant c'était chiteux. Et je pense qu'il y avait peut-être un peu d'héros dans un coin, mais c'était caché. Parce qu'il y a eu une autre génération à nous, voilà, mais il y avait la génération au-dessus qui, eux, étaient encore plus vénères que nous, et c'est eux un peu qui nous ont mis aussi là-dedans, parce que nous, on ne connaissait pas quand on est arrivé. La cité, elle s'est transformée en supermarché. Moi, quand je suis arrivé dans la cité, je ne connaissais pas le shit, je ne connaissais pas la bœuf, je ne savais pas fumer, je ne connaissais rien. Je suis reparti de là-bas, j'étais plus le même homme, quoi. Voilà, ça change dans une cité. C'était la plaque tournante de l'Île-de-France de la drogue. On ne pouvait pas aller plus loin. On avait les armes, on avait la drogue, on avait tous les vices qui existent, on les avait à la cité. En fin de compte, je suis arrivé à aller à 7 ans, je ne savais pas ni lire ni écrire, même parler français. Et 6 ans après, j'étais sur le terrain. Pour moi, j'ai toujours vécu dans cet univers. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, j'arrivais à la cité, j'étais avec les petits, et on marche, et j'ai vu les grands de la cité qui étaient en train de dealer. Et j'ai regardé mes gars et j'ai dit, demain, la cité m'appartiendra. Et pour moi, dans ma tête, c'était juste un travail. C'était la suite logique de la personnalité que j'avais. J'ai toujours été bagarreur, j'ai toujours été un battant. Et je voulais contrôler quelque chose. J'avais 10 ans, je suis rentré chez moi. Mon père, dans la même semaine, dans le même mois, il m'a demandé mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai regardé comme ça, et je lui ai dit, t'inquiète, je sais ce que je veux faire. Et je me suis pris une raclée, parce que le t'inquiète, je sais ce que j'ai envie de faire, mais il voulait tout dire en fait. Et lui, il a tout de suite compris. Et 5 ans, 6 ans après, j'ai commencé.
Et à 18 ans, la cité m'appartenait. Avant moi, il n'y avait personne. Le boss a toujours été moi. On parle de génération. Chaque génération a son boss. Et moi, j'étais le boss de ma génération. Les grands de la cité, pour moi, représentaient plus une entreprise qu'une personne que j'admire. C'était une entreprise. Ils étaient là, ils dealaient. Donc, en fin de compte, moi, j'avais qu'une seule envie, c'est que j'aille faire un entretien pour que je sois embauché. Et ils m'ont embauché à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, moi, je travaillais très bien, parce que le problème, c'est que j'avais peur de rien. Et en fin de compte, c'est que moi, on me faisait confiance, parce que j'ai toujours été l'homme de confiance. Alors, on appelle ça confiance ou de l'abus. L'abus d'un petit jeune, c'est qui veut faire de l'argent, et derrière, on se cache derrière ce petit jeune-là. C'est de telle manière, si demain, il arrive quelque chose, mais qu'on soit protégé. Et finalement, ce demain, il est arrivé. À l'âge de 17-18 ans, je me suis fait prendre. Donc, je suis parti en prison. On avait la réputation où ça craint. Si tu connais pas les gens de là-bas, faut pas venir, etc. Enfin, toi. La réputation d'être une cité où il se passe beaucoup de malversations. Une cité, entre guillemets, chaude, quoi. Le pire, c'est que parfois, les flics, ils venaient dans la cité, on les faisait repartir, tu vois. Il y a eu cette période-là où ils osaient même pas rentrer dans la cité. Les gens pouvaient appeler les flics venaient, mais ils repartaient aussitôt. On avait la puissance de les faire bouger, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, un flic qui rentre dans ta cité, tu fermes ta gueule. Ou alors, faut être à Montfermeil avec des mecs qui te lancent des frigos par la fenêtre. Non, on n'est pas là. Parce qu'au final, c'était pas une grande cité en soi. C'était un pan de boulevard, tu vois, qui était pas si énorme que ça. Mais c'est un peu comme Astérix et les Gaulois, tu vois. Où dans un grand pays, il y a des petits résistants. Et ben, c'était nous à l'époque, tu vois. Sur un grand boulevard comme ça, une petite cité comme ça, elle faisait son petit bout de chemin et son bruit, quoi. Mais dans le fond, on n'était pas des méchants, en vérité. Il n'y a jamais eu de meurtre dans la cité. L'accident le plus grave qu'il y a eu dans la cité, c'était Michael, qui un jour s'était embrouillé avec un gars, et le gars il est venu, il lui a mis un coup de couteau dans la jambe. Il a fallu lui faire un garrot, sinon il perdait sa jambe, et après on a appelé les hôpitaux. Enfin, voilà, c'est le seul gros où il y a eu une vraie violence, je crois que c'était ce jour-là. Mais voilà, il n'y a pas eu de meurtre, etc. Donc pour moi, les méchants, c'est là où il y a des cadavres. Et c'était pas le cas, pas chez nous. À suivre sur arteradio.com. Mais la cité, c'est un territoire. On l'a défendu énormément. Il y a eu des blessés, il y a eu des combats, il y a eu, mais je me suis battu mais plein de fois. La cité Paganini, vite raccourcie en Paga, c'est un ensemble de bâtiments dans un quartier populaire de Paris. C'est là où j'ai grandi, avec ma sœur, mes frères et mes parents. Dehors, les garçons de mon âge montaient la garde. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 5, les bastons. Entre mon arrivée à la cité à l'âge de 6 ans et à l'âge de 22 ans, à la naissance de mon fils, j'étais pas très intelligent. Personne ne pouvait parler avec moi, personne ne pouvait me regarder. J'étais un vrai combattant, Dieu merci. Mais par contre, je me battais tout le temps. Et c'était affreux. Et après, mon fils est arrivé.
Et quand mon fils est arrivé et que moi j'avais peur de rien, et j'ai jamais eu peur de rien, et que j'ai commencé à avoir cette conscience de dire putain, s'il m'arrive quelque chose, mais lui il va se retrouver dans la merde, mais c'est de là que j'ai commencé à changer. Mais avant ça, j'avais aucun frein. J'étais complètement. Je pouvais prendre une arme et tirer sur quelqu'un parce qu'on me l'avait demandé. J'avais aucun cerveau. Julien Melin, ouais, moitié français, moitié kanak. Bon, lui, il était pareil, très Kaira dans l'âme, il aimait bien faire des conneries et tout. Mais un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu, hein, c'est pas des blablas, hein, c'est sur 100% tout ce que je te dis. Moi, je l'ai vu, au 8e étage, il lui tient les pieds, il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère, il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr que quand on va à la foire du trône et qu'on se fait embrouiller, lui, il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin, parce que, en fait, son frère, il le met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Les problèmes de regard, ça pouvait être pour une parole, pour rien. Mais après, c'est un concours, hein, tu sais. Bah, c'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cités qui venaient chez nous pour se taper ou vice-versa, tu vois. Quand on est gamin, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, t'es capable. Enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est comme une prison, un petit peu. Hein. Quand c'est des histoires de cité, des blablas, il y en a plein. Mais c'est les actes qui font foi. Disons que nous, à Paganini, on avait cette force de pouvoir regrouper beaucoup de monde assez vite. Et en fait, Paganini, mine de rien, de par aussi la musique, la MIFA, DJ Saïdou, DJ Blacker, c'était une cité qui faisait des soirées, une cité forte, une cité connue dans Paris. Et donc forcément, ça crée des jaloux, ça fait des histoires dans les soirées. Il y a eu des histoires aussi à cause des femmes. Il y a eu avec Danube dans le 19e, des grosses embrouilles. Mais ouais, rue des Haies, il y a eu, avec les arcades toujours un petit peu. Je me souviens une fois avec les arcades, c'est Mam ou je sais pas qui s'était fait embrouiller par les rebeux des arcades. Et on est arrivé à la cité, il me semble, bref. On dit ça, mais en 2 minutes, il y avait 30 personnes, un gun et tout. On est arrivé, les 2 rebeux étaient là, ça s'était passé 20 minutes avant. Bras, il est arrivé, balayette, braqué direct le mec par terre, calibre dans la bouche. Genre, maintenant, tu touches à un mec de Paganini, la prochaine fois, je te préviens, je te fais sauter la tête, quoi. Ça a duré 10 minutes. Et on est retourné à la cité. Et là, quand on est retourné à la cité, bah, on est content. Je rentre de l'école, on a été en embrouille avec Rudé. J'arrive à la cité et les grands ils me donnent un Beretta entre les mains. Ils me disent viens, on descend, on y va. J'ai jeté mon sac d'école, j'ai pris le Beretta et on a commencé à y aller. Et Dieu merci parce que tu sais, Dieu est grand. C'est qu'avant même que je sorte de l'immeuble, mais les gars de Rudé, ils étaient déjà là. Ils ont commencé à tirer. Donc lorsqu'ils ont commencé à tirer, on est tous partis s'enfermer dans la cave. Donc j'ai gardé l'arme sur moi. Mais si on avait eu le temps de partir jusqu'à Rudé, j'aurais pu tirer sur quelqu'un et je serais peut-être pas en train de parler avec toi aujourd'hui. L'histoire, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on s'est fait tirer dessus chez nous. Je sais pas, il y a eu une bagarre entre quelqu'un et je sais pas qui, enfin, on s'en fout en fait. Mais nous, on était, je me rappelle, en bas de l'immeuble de Brahima. Et je me rappelle, il y avait les costauds. Hein. Il y avait Robinson, il y avait Dog, il y avait 2-3 grosses têtes et des beaux bébés. Hein. Et à un moment, on voit 15 mecs débarquer, des vrais beaux bébés aussi, et on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'ils ont commencé à nous rouer de coups. Et on était en nombre inférieur, et puis on était dépassé par le truc. Donc on a commencé à cavaler pour pas se faire massacrer. Et sauf qu'à un moment, je me rappelle, en courant, donc moi j'étais dedans, je courais. Parce qu'imagine, j'étais vraiment le petit gabarit. Donc quand je te dis que les mecs, c'était... Moi j'ai dit, putain, ils vont me choper, eux, je t'explique, ils vont jouer au tennis, quoi. Et à un moment, on entend des coups de feu. C'est-à-dire que les mecs nous tirent dessus. Et là, putain, le voile tombe, quoi. Il n'y a plus de... Là, on est rentré dans un autre délire, en fait. Il y a plus... Il y a le côté où tu te sens protégé par la cité, où tu te sens en sécurité dans la cité, il vient de tomber en 2 secondes, la cité devient dangereuse. Et finalement, même tes gars qui sont là, ils sont costauds, ils ont une paire de couilles comme des taureaux, et ils peuvent rien faire. Eux aussi, ils courent. Et on se fait tirer dessus, quoi. Et je crois que c'est là, en fait, j'avais 18 ans. Je crois que quelques mois après, je suis rentré dans le sentier, et ça m'allait très bien. Parce que je veux pas crever, en fait, déjà. En plus, on savait même pas pourquoi. Hein. C'est même pas, on sait... en fait, on peut mourir ici, quoi.
sans raison, je ne sais même pas qui va me tuer, je ne sais même pas pourquoi il va me tuer parce que j'habite ici. Et là, tu vois le côté un peu gore, un peu glauque de la cité, tu vois, où là on rentre dans le truc un peu moins enfantin, un peu moins sympathique. C'est pas un truc qui arrive partout, ça, je crois. On était fâchés avec Rudet, donc il y a eu une descente, ils ont tiré dans la cité. Quand c'est arrivé, j'étais avec un de mes meilleurs amis, Easy, et un Nord-Américain qui venait juste d'arriver, et qui emménageait dans l'immeuble d'Easy, justement, et qui était avec son matelas, qui arrivait. Et on lui a gentiment dit de rentrer, dépêche-toi, rentre. Il comprenait pas pourquoi, parce que ça tirait. Donc on l'a fait rentrer, et nous on regardait, on était dans le hall, et donc on a vu les mecs de la rue des Haies tirer dans la cité. Bon, ils essayaient de shooter des gens, mais ils ont eu personne, mis à part tirer sur les balcons ou les fenêtres de certaines personnes. Et il y a ce mec qui nous dit je suis pas venu des États-Unis pour vivre ça, quoi, en fait. Donc c'était assez comique. Et là, pareil, on débarque toute la cité contre toute leur cité dans un terrain de basket entouré d'une cage. Donc on est vraiment dans la cage et on est vraiment, je sais pas, au moins 20 contre 20. Et à un moment, tous, on se jette les uns dans les autres, on se bat tous. Et lui, Robinson, qui est un peu quand même pareil, l'homme fort de notre génération de la cité, se bat contre leur homme fort à eux, un autre Renois assez costaud qui joue au foot aussi. Et là, Robinson, il perd. Il se prend une mauvaise droite, il tombe. Et il commençait à se faire quand même maltraiter alors qu'il était par terre. Et moi, je le vois et j'arrive. Et là, je mets un gros coup de pied dans la tête du mec. Donc, ça fait quand même pencher la balance. Parce que mine de rien, je savais quand même me battre, t'inquiète pas. Et je lui ai mis un bon coup de pied en teutré. En plus, c'est pas terrible. Mais bon, bref. Voilà, j'ai sauvé mon gars, quoi. Tu vois, c'était plus fort que moi. J'ai même pas réfléchi. Ça s'est fait comme ça. Et après, j'étais wanted, mais un truc de ouf. Le Babtou, là, de Paganini, je pouvais plus aller me chercher un grec rue d'Avron tout seul, hein. Ça m'est arrivé une fois ou deux de courir et tout, de me faire courser. Parce que, et à juste titre, le mec, ils avaient pas du tout kiffé que je fasse ça. C'est vrai que c'est moyen, ça se fait pas trop. Puis une autre fois, t'avais Saint-Blaise aussi qui avait débarqué à la cité avec des pits et tout. On était en bas, ils étaient tellement arrivés en force avec des pitbulls et des bâtons qu'on était tous remontés chacun un petit peu se cacher et tout. Et j'avais vu de la fenêtre que c'était chaud et tout. Et quand on pensait que c'était un peu calmé, on était descendu. Et là, Dog, il s'est retrouvé tout seul en bas de chez Rodney et il s'est fait planter la cuisse. Et moi, je suis arrivé pareil avec un bâton tout seul. Genre, ouais, tu sais, alors que je suis qui, quoi, tu vois, et j'aurais pu me faire marave. Non, coup de pression et tout, vas-y, niquez vos mères et tout avec mon bâton. Et Dog, direct après, il est parti à la Croix Saint-Simon. Il s'était sacrément fait planter la cuisse. On peut aller foutre le bordel dans une autre cité, on peut s'embrouiller avec des gars d'une autre cité, mais dans notre cité, il vaut mieux pas s'embrouiller entre nous. Parce qu'on se voit tous les jours. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, si tu t'embrouilles avec lui, tu fais comment demain? Comment tu vas à l'école demain, tu vois? Donc, je pense qu'on a toujours essayé d'éviter de se faire proprement parler du mal entre nous. À suivre sur arteradio.com. Allô? Ouais, PD. Bien quoi? Excuse-moi, t'es qui? Ah, c'est comme ça que tu parles? C'est ton maître. Ça fait beaucoup de maîtres. Ouais, ça fait beaucoup de maîtres. C'est moi l'Asdopaga, connard. T'es fou, Une cité, c'est un petit pays, avec son territoire, ses codes, ses valeurs et sa propre langue. Une langue inventée et parlée uniquement par ses habitants. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 6. La chariance. Il y a une spécificité de Paganini. On a une réputation d'être des gros charrieurs. On manie le verbe et la moquerie.
Et on a un langage assez particulier, qui fait que ça a été repris par d'autres quartiers. Ah ouais, c'est un lexique hyper créatif. On parlait d'une certaine manière, et ça plaisait beaucoup aux gens qui étaient extérieurs à la cité. Comment expliquer ça simplement ? Il y a l'argot, et puis tu viens l'enrichir avec des expressions que tu inventes. Ouais, c'était assez créatif à ce niveau-là. On rajoute le terme shun à toutes les sauces. Par exemple, c'est de rajouter Ashen, à une manière un peu américanisée, tu vois. Si on est ensemble et qu'on doit se barrer, on dit bon vas-y, barre Ashen, ça veut dire qu'on se barre. Si je te dis je vais manger, tu vas dire je vais manger Ashen, tu vois. Si quelqu'un est chez moi et qui veut aller aux toilettes, il va dire bon, pisse Ashen. Que tu écrirais A-T-I-O-N à la fin, tu vois. Quelqu'un qui s'est fait marave, on va dire, il s'est fait mal à Ashen. Et donc tu pouvais rajouter ça à toutes les sauces. C'est un truc qu'on emploie vraiment à toutes les sauces. Donc ça nous plaisait beaucoup et on était assez fiers de ça. Et ça, ouais, ça je l'ai pas retrouvé ailleurs. Et encore maintenant, à 45 ans, on continue à parler comme ça. Je pense que chaque cité a un lexique particulier. Parce qu'on pouvait dire des choses que les autres n'auraient peut-être pas compris, mais que nous on comprenait. Je me rappelle d'une phrase, c'était tu es un délaisse à laisser passer. T'es un nul et on pouvait juste à te laisser passer, quoi, dégage, quoi. En clair, c'est quand quelqu'un ne correspondait pas ou ça partait un peu en sucette, tu fais bon, t'as un délaisse à laisser passer, dégage, quoi. Voilà. Ou alors Barry White. Barry White, alors que c'est un chanteur, mais c'est juste, ça veut dire barre-toi en fait, Barry White. Voilà, c'est ce genre de petites phrases, de petits mots. Voilà. Tu prends son bail avec un fa comme tu prends son bail. Tu vois comme t'arrives. Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh le poteau. C'est moi j'ai mis ta gigas comme président. Mais à propos de ce truc de tenir les murs, je me rappelle d'une phrase de mon petit frère qui avait peut-être 10 ans de moins que moi et qui disait à ma mère quand elle me cherchait où est Tariq, et qui lui disait il est avec les garçons dans les feuilles. Parce que c'était une phrase d'enfant, hein, mais c'est vrai qu'on traînait pas contre les murs, il y avait beaucoup de massifs, de buissons, c'était arboré, quoi. Et donc on était toujours contre des massifs, donc pour lui c'était les garçons dans les feuilles, quoi. Mais quand on traîne, on discute énormément, on se charrie, ça c'est un sport, la vanne. Il faut avoir de la répartie, il faut être solide à ce niveau-là, parce que ça, c'est un sport aussi, en soi. Beaucoup de vannes sur le physique. Quelqu'un qui avait une grosse tête, on disait qu'il avait une tête nucléaire. Moi, on me vannait beaucoup sur mes dents, parce que j'avais des grosses dents quand j'étais plus jeune. Et comme mon surnom c'est Next, on m'appelait Bugs Bunnext. Et puis il y a un espèce de concours de vannes un peu permanent, qui fait que quand on est réunis à 10 dans un hall d'immeuble, il y a forcément un moment où ça va commencer à parler. Alors je sais que ça se fait pas, mais chez nous ça se faisait beaucoup de parler sur les mamans des gens, d'insulter les mamans, et les autres en gros contre les poings. Et encore maintenant, on s'insulte les mères tout le temps, mais c'est affectueux, on va dire, voilà. Alors le chambrage, ça va du surnom jusqu'à l'anecdote. Par exemple, Robinson, il avait un gros nez, c'est comme ça. Donc dès que Robinson nous attaquait un peu, nous on attaquait ses narines. On lui disait qu'il y avait le Thalys ou le train qui venait se loger dans ses narines. Lui, il nous sortait une vanne toute pourrie, puis on se mettait à rire et à courir, parce que Robinson était quand même plus balèze que nous déjà à l'époque. Hein, on l'avait remarqué. On n'était pas fous. Hein. Ah, il y a des champions, puis il y a des champions par équipe aussi. C'est un peu présomptueux, mais c'est ce qu'on dit de moi, hein, souvent, que je sais trouver les choses qui font mal ou toucher juste ou qui vont faire marrer les autres. Moi, à l'époque, je faisais du théâtre aussi. J'avais des... La chargence, c'est pas uniquement par le verbe, c'est aussi des imitations, des espèces de mimes. On imite les autres, on imite une démarche, on imite un mec qui a mal à la jambe et qui boite, on l'imite. Voilà, un mec qui sait pas danser, on l'imite. Un mec qui a un problème d'élocution, on l'imite. Et puis, par équipe, voilà. Donc, quand Tariq et moi, on se mettait sur quelqu'un, on faisait rentrer les gens chez eux, en fait. Ils en avaient marre de se faire tailler, et donc ils rentraient chez eux parce qu'on les cartonnait. Il fallait savoir encaisser. C'est obligatoire, c'est une qualité qu'il fallait avoir. Et puis il fallait pouvoir se défendre, parce que c'était vraiment une activité à part entière, c'était comme un sport. Ça requiert une petite culture, une certaine forme d'intelligence, de la répartie, de la vivacité d'esprit. Et encore maintenant, hein, ça nous fait... on a des groupes WhatsApp où on passe des journées à se tailler. Mais c'est vraiment la marque de fabrique de notre groupe. Je me faisais la réflexion en regardant des films
tu sais, de mafieux italo-américains où ils ont toujours, tu regardes Les Affranchis, ils ont toujours tout le monde a un surnom, tu vois. Et là, c'est pareil. Tous les mecs avaient un surnom. Tous. Et qui était lié à une particularité physique ou à une aventure, un truc qui se serait passé à un moment qu'on aurait vécu et qui reste, quoi. Et voilà. Moi, qui m'avait été infligé malgré moi par les petits, donc la génération d'en dessous, qui trouvaient que je ressemblais à un flic en civil. Parce que j'avais toujours un cuir, un jean et des baskets, et c'était un peu l'uniforme des flics en civil, qui n'était pas discret du tout d'ailleurs. Et donc il m'appelait le Vilsi en verlan. Voilà. Dès que j'arrivais, attention, il y a le Vilsi qui arrive, cachez tout. Donc c'était la vanne et c'est resté un peu. Alors mon surnom à moi c'était Shaolin, maître Shaolin. Pourquoi ? Parce que je faisais du taekwondo, j'avais tendance à toujours vouloir mettre des coups de pied à tout le monde, donc du coup c'est resté Shaolin. Voilà. Après il y en a certains qui ont, comme à l'époque on a tagué, donc il y a des noms de tags qui sont restés pour certains. Et après, il y a des surnoms qui sont restés par rapport juste aussi, ça peut être un diminutif. Par exemple, Brahima, c'est qu'on appelait Braille. Et Timer, donc voilà, c'était un surnom qu'on lui avait attribué parce qu'il avait toujours tendance à me dire moi, je n'ai pas le time. Donc c'est resté Timer. Quand il passait dans la cité, il était tout le temps speed, il était pressé. Et les gens lui disaient, ouais, t'as pas le time, toi. T'as pas le time. Et à la fin, il lui disait, hey, Timer, vraiment, t'as pas le time, hein. C'est pas toi qui choisis ton surnom. Moi, on m'a appelé Joey Star parce que je ressemblais à Joey Star, un personnage que je n'apprécie pas forcément. Mais comme je suis black, que j'ai la peau claire, que j'ai des grosses lèvres comme lui, les gens trouvaient qu'on avait un air de ressemblance qui était frappant, donc on m'a appelé comme ça. Après, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont réussi à choisir leur surnom, voire leur deuxième prénom. Alors, avoir un deuxième prénom, généralement, c'est pour ceux qui cherchent, entre guillemets, à berner la police. Mais ils sont pas dupes, ils savent tout, quoi. Il y en a qui m'appellent Chibrodor parce que j'ai une forme de pénis en or, quoi. Et l'autre Kaiser Sujet parce que je boite et voilà, je fais des conneries, des petites conneries, quoi. Mais voilà, Kaiser Sujet, quoi. L'évolution de votre famille, des trucs qui sont inventés, des trucs qui sont inventés. Non, mais quand je l'ai mis, j'ai pas mis sur la cuir, ils sont inventés. Je crois que j'ai pas mal de surnoms. Mais en gros, les deux gros, c'était Charlie et Malcolm. Malcolm pour Malcolm X. On copiait beaucoup les Américains. D'une certaine manière, c'était à la fois pour être dans le coup, mais aussi parce que son message me parlait, j'ai lu ses bouquins et tout, et que sa cause me parlait en fait. Robinson, black, costaud, il était taillé en V le mec, mais pour de vrai quoi. C'est-à-dire, je sais pas si à l'époque il y avait un dessin animé qui s'appelait He-Man, les maîtres de l'univers, et il y avait Musclor. Musclor, c'était Robinson tellement il était musclé. Et moi je lui avais trouvé un petit surnom que j'utilisais de temps en temps, et je l'appelais V parce qu'il avait son dos, son corps formait un réel V. On disait que Robinson était plus costaud, plus fort, plus rapide que nous tous, quoi. Même parfois que les plus grands, c'est vous dire. Et on disait que Robinson, quand il passait en mode V, c'était pour l'image, ça donne par exemple un flic, il serait poursuivi par un flic. Et le flic pense qu'il peut attraper Robinson. Mais en fait, Robinson, il passe en mode V, c'est comme si c'était un Transformers le mec. Ses doigts commencent à devenir aérodynamiques, et puis il accélère la cadence, il accélère la cadence, il accélère la cadence. Et puis tu vois que le mec, il disparaît au loin, et puis le mec qui pensait l'attraper ne le rattrape jamais en fait. Mais Robinson, il était puissant, il était rapide, et puis il tapait fort. Alors moi, il m'appelait Frank Dux. Alors, pourquoi Frank Dux ? Parce que je faisais de la boxe. Je crois que je me débrouillais pas trop mal. Bon, j'étais pas une peufra dans la cité. Moi, je faisais 1m40 et 20 kilos. Je sais pas. Je faisais pas partie des gros gabarits, tu vois. Mais bon, je faisais de la boxe. Et puis à l'époque, il y avait un Van Damme qui avait fait un film qui s'appelait Bloodsport. Et le héros du film, c'était Frank Dux, celui qui met le KO le plus rapide du monde. Alors moi, ils m'ont appelé Frank Dux parce que j'étais celui qui prenait le KO le plus rapide du monde. Bon, c'était une charriade, tu vois. Ils m'ont appelé Frank Dux. Bah écoute, je sais pas. C'est comme ça. J'ai eu un deuxième surnom de merde qui m'était donné par un mec spécialement, qui s'appelait Bakary. C'était un copain de mon petit frère, qui à la base était petit. Sauf que le mec, quand il avait 18 ans, c'était un cheval. Il faisait 6 mètres sur 6 mètres. Et il appelait mon frère Pois Chiche. Pourquoi Pois Chiche ? Parce qu'un jour, ils ont dit on va aller chez AZ, et puis chacun, il doit voler un truc. Genre, faut montrer tes couilles, tu vois. Mon frère, ce con, il a volé des pois chiches. Donc, ils ont dit, toi, maintenant, tu vas t'appeler Pois Chiche.
fait chier, tu vois. Je dis, putain, t'aurais pas pu voler autre chose. Un pois chiche, t'as été volé. Elle vole autre chose, tu vois. Il a volé un pois chiche. Ok. Et l'autre, il m'appelait grand pois chiche. Ah, une fois, je dis rien, deux fois, je dis rien. Je dis, moi, tu vas me casser les couilles, arrête de m'appeler comme ça ou je vais te monter en l'air. Mais il fait 6 mètres, le petit. Et puis, il a plus peur maintenant. Il a grandi, tu vois. Il n'y a plus cette barrière. Et un jour, on a failli se tuer de coups. Heureusement, tout le monde nous a séparés parce que je sais pas comment je l'aurais géré, le mec. Mais ça me faisait chier qu'il m'appelle grand pois chiche, tu vois. À la nuit, je préfère Franck Duc, ça donne un peu de genre combattant. Un pois chiche, ça fait péder, quoi. Mais bon, voilà, mon surnom à moi, c'était Franck Duc. Bah, c'est comme ça qu'il m'appelait en général. C'est tout. À suivre sur arteradio.com. Bah, les filles dans la cité, tu les vois moins en fait. Ouais, les filles dans la cité, je dirais que c'était... Ouais, il y avait comme une séparation, quoi. Les filles, les garçons, on joue pas ensemble, on se mélange pas trop, on se salue, on se connaît, on se voit en classe, on discute, mais on traîne pas ensemble. Ouais. En 85, la cité Paganini sortait de terre. À notre arrivée, nous étions tous des gamins et on jouait ensemble. En grandissant, nous nous sommes séparés, les filles à l'intérieur et les garçons à l'extérieur. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Siam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 7. Les filles. En fait, les filles sortent moins. Enfin, elles n'étaient pas absentes du décor, parce qu'elles sont là, mais les filles ne traînent pas, quoi. Mais peut-être parce qu'elles étaient davantage serrées, surveillées par leurs parents, que sais-je. Enfin, moi, l'exemple de ma sœur, c'est qu'elle avait des copines qu'elle allait voir, mais voilà, les centres d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Elles n'allaient pas jouer au foot, elles allaient l'une chez l'autre pour discuter, pour papoter. Et moins pour jouer au ballon, quoi. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de filles. Hein. Très clairement, il y avait une grosse séparation. Alors ouf, je pense qu'elles étaient certainement plus sérieuses que nous, déjà. Quoi qu'il n'y avait pas de filles, il y en avait quand même quelques-unes qui traînaient avec nous. Mais c'est vrai que c'était plutôt rare. Il n'y avait pas tant de filles que ça. C'est un univers très masculin et c'était très séparé aussi. Alors bon, on voyait de temps en temps des filles de la cité qui sortaient, qui partaient ensemble, mais elles restaient déjà rarement dans la cité, parce que je pense que tu avais des grands frères ou tu avais... pour pas que les mecs parlent d'elles ou médisent sur elles. Et je pense que aussi leurs parents voulaient pas qu'elles soient en bas dans la cité, quoi. Un endroit où il y a de la délinquance, où ça peut être dangereux, où c'était pas forcément... La délinquance, c'est très masculin, quoi, en fait, aussi, à la base. Et je pense que les filles étaient beaucoup plus discrètes, ouais. Moi, je vais parler de ma sœur, parce que c'était une des filles de la cité, et la pauvre, moi, elle avait pas le droit d'avoir un petit copain. Et puis, je lui ai dit, le premier petit copain que tu vas avoir, c'est à 16 ans minimum, puis en plus, je veux le voir avant, puis je veux lui parler, puis après, je te donne mon feu vert, puis après, on verra. Non, alors, fou, alors, c'était hyper cadré, quoi. Puis elle l'a fait, en plus, hein, c'est-à-dire qu'elle m'a amené le mec, t'imagines le truc, à 16 ans, t'amènes le mec qui se retrouve devant son grand frère, et puis il faut qu'il négocie le fait de juste aller l'amener au cinéma, tu vois. Donc, elle a grandi comme ça, elle. Parce que, tu sais, à mon avis, quand tu connais les hommes trop tôt, et vu que l'être humain est amené à évoluer dans le temps, donc si tu connais des mecs à 11 ans, 12 ans, bon, à 16 ans, tu couches, quoi. Alors si tu connais des mecs à 16 ans, théoriquement, dans les 20 ans, tu te maries et tu couches, ça va. On reste dans une espèce de norme un peu à l'ancienne. Un micro. Quoi ? Un micro. Un micro. Oh, un micro ? Il sert à quoi ce micro ? Enregistrer. Ah, comme un peu des chansons. Il y avait beaucoup de filles des autres cités qui venaient traîner chez nous.
Et j'ai tendance à croire que les filles de la cité allaient traîner dans la cité d'en face. Voilà, je pense que c'est une règle qui n'est pas faite qu'à Paganini, mais je pense que les filles n'ont pas le droit de traîner en bas. Par rapport à nous, même si on s'en fout, mais surtout par rapport aux parents. T'imagines, toi, demain, ta mère, elle passe, elle te voit une vingtaine de gars et toi assise au milieu. Un petit peu bizarre, t'es la fille, là. Elles étaient pas maltraitées, hein, loin de là. Hein. Je pense même qu'elles étaient peut-être même un peu chouchoutées pour certaines. Sauf pour celles qui, entre guillemets, avaient précocement fait des choses de manière précoce. Hein. Je peux pas être plus précis que ça. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on était plutôt protecteurs envers les filles. Quand on était très très jeunes, les filles jouaient même avec nous. Pas au foot, hein, mais elles pouvaient jouer avec nous. On les voyait jouer à la marelle. Et puis on les emmerdait pas parce qu'en fait, les filles, elles jouaient avec les filles. Et puis les garçons avec les garçons. C'est souvent ce qui arrivait. Sinon, un peu plus tard, avec l'âge, c'est des jeunes filles qui passaient mais qui ne s'arrêtaient pas et qui hochaient la tête ou qui disaient bonjour de loin. Mais c'est vrai que après nous, on était une bande de mecs. Donc je peux comprendre un petit peu avec le recul. Je reconnais que traîner à plusieurs, surtout que on était quelque part basanés, hein, parce que comme je vous disais, on était très colorés. Hein, ça allait du blanche-neige, jusqu'au noir charbon, quoi, jusqu'au Blue Night. C'était l'expression à l'époque, Blue Night. Quand t'étais très noir, on disait que t'étais Blue Night. Enfin bref. Et quand t'es en groupe comme ça et que t'es des mecs, je suis désolé, mais c'est vrai qu'une fille n'a rien à faire avec des mecs, quoi. De mon point de vue, c'est des potes, en fait, les meufs. Il y a des nanas que j'aimais bien dans la cité, que je trouvais jolies. Dans une cité, c'est un peu comme un village, tout se sait. On peut pas ramener quelqu'un chez soi sans qu'il y ait une fenêtre ouverte, qu'il l'ait vu. Et puis comme on est une cité où on se charriait beaucoup, personne faisait ça. Personne ramenait sa nana à la cité. C'était vraiment quelque chose de très rare. Les filles de la cité, c'était elles traînaient ensemble, ou alors elles traînaient pas du tout. De ce que j'ai vu moi, elles ont toujours été super respectées, jamais déconsidérées. Alors je pense que ceci explique cela, c'est parce que toutes les filles qu'on voyait, c'était soit les petites sœurs d'un ami, d'un collègue, soit les filles d'une dame qu'on respectait ou d'un monsieur qu'on respectait. Il y a eu des amourettes, c'est bien sûr. Mais pour moi, les filles dans la cité, c'est des potes, des filles qu'on respecte. C'est les sœurs des frères, quoi. C'était les sœurs de nos potes, les petites sœurs. Donc on n'était pas trop là-dedans, parce que par question de principe, on essayait d'éviter tout problème entre nous, tu vois. Donc leur place, elle était là où elle était. Tu vois, on ne traînait pas avec eux. La plupart des filles avec qui on traînait, c'était des filles qu'on faisait venir dans la cité. Et puis à l'époque, tu sais, les enfants sont ingrats, donc voilà, il y avait une sorte de clan, quoi. Les mecs avec les mecs, les meufs avec les meufs. Je me rappelle pas de jeu, à part en classe, où on jouait avec les filles, quoi. Bizarrement, chacun était à sa place, quoi. Après, toutes les filles que moi j'ai ramenées ou que les autres ont ramenées, elles étaient soit dans d'autres écoles, soit dans d'autres cités, enfin, tu vois. Les filles de notre cité à nous, je me rappelle pas être sorti avec une fille de la cité, par exemple, tu vois. Tu sais, entre gars à cet âge-là, il y a une question de respect, tu vois. Souvent, l'autre, il insulte la mère de l'autre et ça part en vrille, tu vois. C'est souvent comme ça, les histoires entre gamins. Bah, c'est un peu ça, c'est juste, tu parles pas de ma sœur, voilà. En fait, on pouvait pas. Il y avait un veto qui était déjà installé dès le départ. N'y pense même pas, en fait. Voilà. Moi, c'est ça le souvenir que j'ai des filles dans la cité, n'y pense pas. Ils ont pas leur place à la cité, quoi. On les voit pas traîner avec nous, charrier avec nous, tout ça. Parce que ça fait mauvaise image pour eux. Ils veulent pas une réputation de pute ou un truc comme ça. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de copine dans la cité. Pourtant, il y en avait quelques-unes que je trouvais mignonnes, mais je crois qu'on pouvait, vu qu'il y avait un peu cet état d'esprit de famille, tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, quoi. D'ailleurs, je crois que tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, il fallait aller te servir ailleurs. Pas ici, quoi. Ici, c'est la famille, tu vois. Tu fais pas tes conneries ici. Je crois que les femmes de là-bas ne pouvaient pas, si elles avaient envie d'avoir une vie sexuelle délurée, je crois qu'elles pouvaient pas, parce qu'elles auraient été très mal vues. Pourtant, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, en fait. En vérité, c'est ça. Mais je pense qu'à la cité, c'était pas possible. Donc si les filles voulaient faire des trucs, je pense qu'elles le faisaient comme nous ailleurs.
ne le faisait pas dans la cité. À suivre sur arteradio.com. Avant, c'était beau. Pour nous, quand on s'amusait, tout ça. Là, pour les gens, c'est même plus une cité, c'est une rue. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'âme. C'est vide, il n'y a rien. C'est super beau, mais c'est pas vivant, par contre. Le terme, je vais utiliser le terme, c'est un cimetière. C'est mort. Il y a 35 ans, dans un quartier populaire de Paris, la cité Paganini sortait de terre. Un ensemble d'immeubles modernes, avec ses équipements, ses services et ses commerces. Aujourd'hui, elle n'a plus le même visage. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 8. La cassure. Quand je suis arrivé, c'était flambant neuf. Elle sortait de terre en 85. Et puis, inexorablement, avec les années, ça s'est dégradé. Avec le vandalisme. Les jeunes qui traînent dans les halls, souvent, ont tendance à dégrader. C'est absurde, parce que c'est des endroits où leurs parents, leurs voisins habitent. Mais voilà, il y avait une dégradation de ce point de vue-là. Et puis sinon, comme dans toutes les cités, il y avait du trafic. Ça dégrade les relations entre les gens parce que ça crée du passage ou, comme on dit maintenant, parce que maintenant je suis vieux donc je peux le dire, des incivilités et des tensions entre les habitants. Du coup, pour remédier à ça, je pense que l'office de HLM a commencé à fermer un peu. C'était une cité assez ouverte. Pour éviter qu'il y ait des scooters qui passent sans cesse, ils ont commencé à mettre des barrières partout. Donc peu à peu, ils ont érigé des barrières métalliques pour empêcher de passer à tel endroit, pour empêcher de jouer au foot contre un mur, par exemple. Parce que souvent, pour faire des buts, tu prends un mur, tu dessines une cage où tu mets 2 manteaux, et puis toi, t'en as rien à foutre, tu tires comme un malade, mais par contre, le locataire qui habite au-dessus et qui entend boum, boum, boum toute la journée, il pète un câble. Donc après, ils mettaient des barrières pour plus qu'on puisse faire ça. Donc petit à petit, il y avait des barrières partout. Moi, je trouvais que ça défigurait un peu le truc, mais je pense que c'est en mieux pour les gens qui vivent là. En moins bien, sans doute, pour les jeunes qui n'ont plus... cet endroit pour se retrouver, pour jouer, pour partager, pour vivre, quoi. Ils ont tout barricadé. Ils ont fait ça bien, très proprement, très joliment. Ils ont planté énormément, mais ça ressemble plus à ce que c'était avant, quoi. Moi, quand je vais là-bas, je reconnais pas la cité de mon enfance, mais alors pas du tout. Ma mère y habite toujours, ouais. Quand j'y vais, je ne peux pas m'empêcher de regarder d'une part mon bâtiment. J'ai encore des réflexes d'enfant de regarder par la fenêtre, comme quand je rentrais pour voir si j'avais mes amis par la fenêtre. Et maintenant, c'est vrai que je me retourne moins souvent pour regarder derrière moi, puisque maintenant il y a des grandes barrières juste devant chez ma mère qui ne nous permettent plus d'accéder, à avoir ce couloir de visibilité qu'on avait au début de la cité. Ce qui fait qu'on est en fait un peu cloisonné, qu'on a une sorte de petit couloir, comme une sorte de parcours qu'on ne peut pas éviter, qui ne me permettent pas d'explorer d'autres aspects de cette cité. Donc du coup, je reste focalisé sur mon immeuble, sur les regards que j'ai chez des amis d'enfance qui habitent au 7e étage. C'est comme des réflexes, en fait, je ne m'en rends même pas compte, je trouve que ça se fait instinctivement. Et donc ce regard, effectivement, c'est beaucoup de nostalgie, parce que du coup, cette cité, elle fait maintenant plus prison, je trouve, avec ses barrières. Donc forcément plus calme, parce qu'il n'y a plus personne qui circule à l'intérieur. Et ça amène, je trouve, une espèce d'individualisme, parce que les blocs ont été compartimentés. Donc il n'y a plus cette cohésion qu'on avait avant, où tout le monde était connecté. Donc maintenant, il y a des blocs compartimentés, chacun rentre dans son bloc de bâtiment, il ne traverse plus la cité, il peut voir tout le monde pour rentrer chez lui, il rentre directement chez lui.
Mais du fait de la modification de l'architecture, notamment par bloc, en fait, on rentre et puis on va directement vers le bâtiment qui nous intéresse. On ne passe plus dans la rue Patrice de la Tour du Pin comme à l'époque où tu pouvais rencontrer ou discuter avec des gens. Voilà. Il y a plus ce lien. C'est devenu vraiment un peu une sorte de système de cases, quoi. Tu reviens, tu rentres. Voilà. C'est ce qu'on appelle pudiquement la résidentialisation. Donc même pour les gens de l'extérieur, c'était une cité et ils ont essayé de faire en sorte de la résidentialiser. Quand je suis arrivé, on était tous ensemble. Pour parler clairement, il y avait plus de blancs dans la cité à l'époque. Il n'y avait pas cette espèce de sectorisation que je peux remarquer maintenant, et pas uniquement dans notre cité, mais un peu partout. C'est que c'est pas uniquement les Noirs sont avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, c'est au sein même de certaines communautés, c'est maintenant presque le pays qui prime. Et puis surtout, il s'est développé, je pense, une insécurité qu'il n'y avait pas quand nous on est arrivé à la cité. On était plus, c'était un truc bon enfant. Et puis après, il y a alors je sais pas si c'est lié à la conjoncture économique qui a fait que tout s'est un peu paupérisé et que il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ils ont coupé la cité en 3. Ça a commencé comme ça, en fait. Avant, on avait des espèces de pelouses sur lesquelles on pouvait passer. Là, ils ont mis des barrières vertes avec des grillages et on a commencé à être un peu guidé quand on voulait aller dans l'endroit de la cité. On ne pouvait pas passer par où on voulait. Pareil, il y avait une petite place qui s'appelait le Carré devant chez moi et on jouait au foot. Les locataires se sont plaints et en fait, ils ont tout grillagé. Et c'est devenu une espèce de place qui servait à rien parce qu'il y avait une espèce de grosse cage à oiseaux au milieu, mais qui servait à rien. Et puis finalement, ils ont complètement segmenté la cité en 3 parties. Mais je sais pas, ça correspond à presque comme on va dire résidence A, résidence B, résidence C, où les gens peuvent plus aller d'un endroit à l'autre de la cité sans passer par le boulevard. Pour moi, c'est vraiment la grosse cassure qu'il y a eu, et au niveau architectural, et au niveau même, alors ce qui implique le relationnel entre les gens, quoi. Les gens étaient, voilà. Mais bon, ça, je pense qu'à terme, alors je sais pas dans combien de temps, mais ils devraient arriver même à détruire la cité et refaire ce qu'ils appellent les écoquartiers ou les. Mais je pense qu'à terme, ils vont la détruire. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu éradiquer le business parallèle qu'il y avait entre les shit, puis sûrement autre chose, j'en sais rien. Ce qui est complètement faux, parce que de toute façon, des dealers, il y en a, et puis des consommateurs, il y en aura, et il y en aura tout le temps. C'est juste que le problème s'est déporté ailleurs, mais plus dans la cité. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont muré la cité, ils ont mis des barrières, ils ont mis des grilles, là où on pouvait jouer à l'époque. Donc en fait, il n'y a plus d'espace pour les enfants. Le seul endroit où t'es, là pour le coup, t'es dans la rue. T'es plus dans la cité. T'as plus ce cocon familial, amical qui existait à l'époque, t'es dans la rue. Puis tu vois les gosses, c'est pas les mêmes. Alors ça s'amuse toujours, parce que c'est des gosses, mais ils n'ont pas eu, entre guillemets, la chance que nous, on a pu avoir, et ce côté un peu plus sympa, un peu plus léger, tu vois. Là, ils sont dans la street, quoi. Ils sont vraiment dans la street. Nous, je trouve qu'on était dans une espèce de village urbain. C'était pas du tout pareil. Donc la cité d'aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir connue, moi, à mon adolescence ou à mon enfance, parce que j'aurais pas kiffé comme j'ai pu kiffer la mienne, quoi. Je pense pas qu'ils pourront vivre ce que nous, on a vécu. Au départ, c'était une cité ouverte qui est devenue un bunker, enfin un coffre-fort, quoi. C'est fort à la mot, j'en sais rien. Ils ont fait des sortes de tranchées, quoi. À partir de ce moment-là, tu reconnais plus où t'habites, c'est plus la même chose, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus rien, chacun est dans son coin. Seul l'immeuble là-bas, il parle plus à seul l'immeuble là, alors qu'au départ, tout le monde se parlait, je te dis, d'une extrémité à l'autre. Donc ça aussi, c'est parce que la cité avait une mauvaise réputation au bout d'un moment avec l'évolution. Au début, quand on est arrivé, tout allait bien. Et puis après, il y a les histoires de gangs, les histoires de cité contre cité. J'étais de la partie, donc je peux pas dire que j'y suis pour rien. Mais moi, je sais que dans mon immeuble, il reste encore au moins 30% des mêmes personnes depuis donc 30 ans maintenant. Il y en a quand même qui sont restés. Et après, les nouvelles familles, moi, je te dis, dans mon palier, les 2 familles qui ont changé, c'est des Arabes et des Noirs qui sont arrivés. Moi, quand je vais en bas de la cité, et ça peut être intéressant, il y a toujours une tête d'un ancien. Mais la bande de petits, je peux pas aller. Je les connais, je les reconnais pour certains, mais si t'es plus là depuis 5 ans, 10 ans, t'arrives pas comme ça en bousculant les petits, je suis désolé, c'est comme tout. Eux, ils sont là tous les soirs, ils ont leur life, leur histoire, leur ceci, leur cela. Mais nous, on avait vraiment toutes les générations mélangées. Là, j'ai l'impression que c'est moins net. Il y a peut-être un peu moins de monde quand même, parce qu'ils ont partitionné la cité vraiment avec des grilles.
ils l'ont cassé, quoi, et ça joue, hein. Déjà, ça me fait mal. Moi déjà, comme j'ai dit, je suis d'une génération, je suis de la moitié. C'est-à-dire, je suis pas des plus grands, je suis pas des plus petits. C'est-à-dire, les plus jeunes, ils me connaissent. Mais quand je vois les plus grands, ils peuvent passer, mais ils rentrent là, il y a un plus jeune, il va dire, t'es qui? Il va dire, tu regardes quoi? Déjà, de là, c'est malheureux, quoi. Ça a changé, vraiment changé, quoi. On a plus de dents, on sait plus ce qu'il y a. Même les jeunes ne nous reconnaissent pas. Quand on vient, t'es qui, toi? Ils savent pas ce qu'on est passé par là. Ils savent pas c'était quoi avant. La cité d'avant, ils savent pas. Dommage pour eux. Même quand moi je suis toujours vivant, j'ai toujours été comme ça, vivant. Même que je vois les gens, ah Cassim, quand ils me voient, des fois ils sont plus vivants. Et chaque fois qu'ils me revoient, ils me reparlent de la cité, comment c'était auparavant. Ah, c'était beaucoup mieux avant. Ça veut dire les gens, ils ont ce petit truc. Ça leur fait mal comment c'est devenu, quoi. Moi, je me rappelle qu'à un moment, je m'étais embrouillé avec ma femme, je suis reparti. Donc j'étais dans le 16e, je suis reparti dans le 20e. Mais je suis revenu dans la cité. Et j'ai senti un truc que j'avais pas senti à l'époque. Alors, c'est un peu philosophique, mais je le pense. Tu sais, moi, je crois à la loi de l'attraction. Le fait que tu attires ce que tu émets comme énergie. C'est-à-dire que si tu te sens bien, heureux, détendu, alors il y a des choses bien qui t'arrivent dans la vie. Le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Quand t'es pas sûr, quand t'es pas bien, quand t'es apeuré de certaines choses, bon, donc il y a une énergie. Vu que j'ai vécu dans le 16e, j'ai vu des gens qui étaient détendus. Ah, les mecs, ils ont du pognon, ils ont des mèches, ils ont des Porsche, ils partent en vacances. Ça roule, tu vois. Donc quand tu les vois marcher dans la rue, eux-mêmes, ils dégagent quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère de tout va bien. Quand je suis arrivé dans la cité, vu que t'as des gens qui subissent la vie, et ah, c'est pas pareil. Ah, tu les vois, ils marchent dans la rue, ils sont morts déjà, ils sont fatigués. Ils subissent la vie parce qu'ils gagnent pas assez d'oseille, ils ont pas d'aisance, il y a sûrement pas de vacances, les vêtements, ils se les changent vraiment quand il y a des trous. Donc il n'y a pas cette dynamique de je vais bien. Il y a cette dynamique de putain, c'est fatigant, tu vois. Et donc j'étais angoissé. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé dans ma propre cité. 20 ans après ou 15 ans après, je dis mais je peux plus vivre ici, en fait. À suivre sur arteradio.com. C'est aussi ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a forgé mon caractère, c'est... Si j'avais pas été dans cette cité, je crois que j'aurais pas eu envie de découvrir le monde, la vie, loin de là-bas, en fait. On vivait tellement dans la misère, parce qu'il faut dire les choses, hein. Nos parents, ils étaient pas riches. Du coup, on était obligé de faire des trucs bien et pas bien pour avoir ce qu'on voulait. Mais du coup, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que c'est pas en restant dans ta cité que tu vas t'en sortir, et que si tu veux t'en sortir, il faut bouger de ta cité et aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est peut-être là qu'est ton destin, en fait. Tout ce que je peux dire à cette cité, c'est merci. Parce que quelque part, elle m'a ouvert les portes sur un meilleur lendemain. Vivre dans une cité, c'est une expérience unique. Un lieu où l'on n'est jamais seul, où l'on ressent une promiscuité parfois pesante, mais c'est aussi un espace d'entraide et de solidarité. Pour les garçons, plus encore que pour les filles, elle se révèle comme un terrain d'apprentissage, une école de la vie. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 9. L'héritage. T'es entouré de gens qui sont du même milieu social, défavorisé. C'est une sorte de parcage ou de ghettoisation, enfin, appelle ça comme tu veux, mais voilà. Tu te retrouves avec des gens qui vont pas t'élever intellectuellement, parce que, voilà, il y a un entre-soi. Enfin, on parle souvent d'entre-soi pour les classes aisées, mais là, il y en a un autre, quoi, mais qui favorise davantage le basculement dans la délinquance.
dans cette cité, en tout cas, et puis je me réfère à tous mes amis que je côtoie encore aujourd'hui, qui ont tous réussi d'une manière ou d'une autre, qui n'ont peut-être pas fait de longues études, mais qui ont monté des boîtes. Voilà, il y a aussi, tu peux acquérir un esprit de débrouille que l'école ne t'apprend pas aussi, quoi. J'ai pas peur des gens, je suis pas timide, j'ai aucun problème pour parler devant plusieurs personnes. Je baisse pas les yeux. J'ai pas un voile devant le visage qui me dit faut pas faire ça ou quoi que ce soit. J'essaye et après on verra quoi. Ce que ça m'a apporté la cité. J'ai appris à fréquenter plein de gens venant d'horizons différentes. J'ai appris à insulter dans 15 langues différentes. J'ai appris les saveurs de 15 pays différents. Il y a une certaine solidarité, on pourrait parler de valeurs en fait. Il y a quand même l'éducation. Mon éducation n'a pas été faite chez moi. Mon éducation a été faite à la cité. C'est les grands qui m'ont éduqué d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais pourquoi je ne bois pas, je ne fume pas? C'est quand je suis parti au collège à Saint-Blaise, on sait que Saint-Blaise avait une très mauvaise réputation. Ils m'ont pris à part, je parle des grands. Ils m'ont dit, écoute, Roby, tu vas aller à Saint-Blaise. Nous, ici, on ne fume pas, on ne boit pas. Si un jour tu viens et tu fumes, on te défonce la gueule. Et tu rentres plus à la cité. Donc, ça veut dire que j'avais une interdiction de territoire, et qui fait que quand moi, j'avais... on a tous, à un moment ou à un autre, au collège, pris une taf, j'ai oublié le pain, je l'ai fait, mais directement après, ça résonne dans ma tête. Donc la cigarette, j'ai dit non, et l'alcool, j'ai dit non, et jusqu'à aujourd'hui, à 43 ans, mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Moi, je suis persuadé que si tu demandes à l'ensemble des copains ce qu'ils ont pensé de la cité, tout le monde garde un souvenir assez tendre. J'en suis sûr. Parce qu'on était une vraie bande de copains, quoi. Mais je pense que les relations que tu as dans une cité, il y a peu d'endroits où tu peux les avoir comme ça. Peut-être à l'armée, mais ça dure beaucoup moins longtemps, et on n'a jamais fait l'armée, mais il y a vraiment ce sentiment de corps, le sentiment de communauté, très très fort. Surtout avec de vivre les mêmes choses, et le fait qu'on soit tous de milieux qui se ressemblent quand même. Puis, oui, enfin, il y a une culture cité aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait être français, juif, après il faut le dire beaucoup plus maghrébin ou noir. Ça fait un peu vérité, enfin comment dire. C'est une école de la vie, quoi. Parce que faut se battre, tu vois aussi. Faut se battre pour te faire respecter. Et après, avec les années, on se rend compte qu'on se fait respecter pour des choses différentes, mais... Et une fois de plus, le fait qu'on est quasiment tous issus de milieux assez défavorisés, donc on n'a pas les parents qui étaient directeurs, CSP+, on n'allait pas au cinéma, le théâtre, on ne savait pas ce que c'était, musée, on n'allait pas au musée, on n'allait qu'une fois en vacances, quasiment, c'était retour au bled pendant l'été. C'est quand même des schémas, des lignes, des tracés un peu parallèles, mais qui se ressemblent beaucoup finalement. Et c'est pour ça que beaucoup, malheureusement, de trajectoires se ressemblent et finissent en tôle ou finissent mal, ou finissent dans arrêt des études ou orientation à partir de la 4e ou de la 3e seconde, et ou ceux qui arrivaient à accrocher un bac à arrêter au bout d'un an d'études, quoi. Alors qu'on était tous partis du même endroit. Et tous, on était à la même école, et on habitait tous dans le même immeuble. C'est ça qui est drôle. Le fait de devoir chercher à faire de l'argent par un moyen ou un autre, ça réveille un côté chez nous entrepreneur. On se dit, bon alors voilà, c'est ça le business, bon c'est ça le produit, donc c'est quoi le client, donc c'est quoi la méthode, et on crée des espèces de process, mais c'est un peu ça le délire. En tout cas, je suis fier de mon parcours, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais parcours. Je suis passé par des très hauts, je suis passé par des très bas aussi. Je suis arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai vu que ça partait en couille parce que les mecs ils commençaient à se faire serrer, ils allaient en prison, ils allaient en truc, donc c'était pas bon. Même les grands commençaient à avoir des problèmes. Donc l'exemple il s'effrite un petit peu, tu te rends compte que c'est pas le bon. Moi j'ai eu la chance de connaître aussi d'autres juifs qui eux commençaient à travailler ils faisaient de la publicité, il y en a qui travaillaient dans le sentier. Donc j'ai commencé à avoir un autre point de vue, de dire putain tu peux faire de l'oseille là ou là. Et puis là pour le coup c'est légal. Alors c'est pas arrivé tout seul, moi je sais qu'un jour ma mère elle rentre du travail en larmes, je m'en rappelle, et elle me dit putain
j'ai plus de travail. Et je dis, mais c'est pas grave, tu vas retrouver un autre boulot. Il me dit, mais non, j'ai 48 ans, qui va me réveiller déjà à 48 ans, c'est pas comme ça, c'est compliqué. Et là, je dis, mais écoute, toi, je me rappelle à l'époque, tu fabriquais des vêtements parce qu'elle était fabricante de vêtements, moi, ma mère, à l'époque, avec mon père. Et ils gagnaient bien leur vie. Elle me dit, oui, mais j'ai 48 ans, j'ai plus la force de courir. Je dis, ça tombe très bien, moi j'ai des jambes. Tu vas faire la tête, et puis moi je vais faire les jambes. Tu vas me dire ce qu'il faut faire, et puis moi je vais faire. Il n'y a pas le choix, donc on l'a fait. Mais quand je suis arrivé dans le sentier, moi je suis arrivé dans le sentier avec la tête rasée, un survêt Lacoste, le manteau jaune Timberland, le bonnet Lacoste, tu sais, relevé le pêcheur. Le regard toujours énervé, je sais pas pourquoi je marchais comme ça dans la rue, et j'arrive dans un monde comme dans La Vérité si je mens, les mecs ils ont les cheveux gominés, ils ont les cols comme ça, un Indien dans la ville. Parce qu'en fait la cité il y a plein de codes, on a des façons de parler, on crache par terre, je sais pas, on est vulgaire, on est nerveux, on regarde mal, tu me serres la main, tu me regardes pas dans les yeux, moi tu m'as manqué de respect, genre oh t'es fou, tu peux pas faire ça. Et là-bas c'est pas ça n'a strictement rien à voir. Donc j'ai mis peut-être un an et demi à m'adapter à ce monde-là. Mais on a envie de s'en sortir, on a une putain d'envie de s'en sortir, donc on est prêt à travailler. Puis vu qu'on part un peu complexé, parce qu'on se dit putain on est des mecs de cité, donc en fait ça nous oblige à faire le double des efforts, comparé à d'autres. Donc moi je travaillais 15 heures par jour. Une chose est sûre, c'est que tous les noms que je t'ai cités, je les oublierai jamais. C'est comme une empreinte un peu. C'est entre l'adolescence et l'âge adulte, je pense que c'est là que tu te modèles un peu. Que tu te fasses des amis ou pas, en tout cas les gens avec qui tu grandis à ce moment-là font ce que tu deviens après. Tous ces gens-là, je peux pas les oublier, ils sont dans ma tête et c'est à vie, quoi. Tu vois, on est là encore aujourd'hui à en parler. Leur visage, il est dans ma tête. Enfin voilà, eux m'ont marqué, ouais. Il y avait une volonté et une envie d'aller vers les autres. Et c'est surtout ça l'intérêt pour moi du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça se décrète pas, ça s'impose pas, il faut avoir la volonté de le faire. Si jusqu'à maintenant, je me suis amené à aller voir, par exemple, quand je vais à la cité voir d'autres parents ou des amis pour justement, ne serait-ce que prendre des nouvelles, c'est bien la preuve qu'il y a ce vouloir vivre ensemble. Forcément, aujourd'hui, chacun est parti un peu de son côté, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est une cité qui est dans l'Est parisien, et quand je regarde, l'essentiel des gens avec qui j'ai grandi, qu'on a grandi, sont restés dans l'Est parisien. Et proches. Ils ne sont pas allés plus loin, donc c'est bien la parfaite illustration que ça reste quand même un point de socle, un point de contact important. Je me rappelle toujours quand on parlait de Chirac et Balladur, des amis de 30 ans, puisque Balladur avait trahi l'amitié de 30 ans. Et donc nous, c'est des amis de 40 ans maintenant, hein. Enfin de 40 ans, j'exagère, mais 35 ans quoi. Et ça fait 35 ans et ça dure. Et c'est solide. On dit souvent que les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, je pourrais dire 2 mains parce qu'on était nombreux. Et puis, ouais, ça tient encore aujourd'hui. Mais ça, c'est pas propre à toutes les cités, hein, parce qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils ont quitté la cité, veulent plus entendre parler des gens qu'ils ont connus et de ce passé-là. Mais nous, en l'occurrence, ouais, il y a des amitiés très fortes qui se sont créées. Donc voilà ce que j'en retiens. Aujourd'hui, toi, tu reviens après 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais pour moi, c'est comme si je t'avais vu hier. Cette relation qu'on a, toi et moi, elle ne changera jamais. Mais la relation, il y a des fois, j'appelle Madala, si je peux le nommer, ou Charlin, ou Jaco, ou n'importe qui. C'est même si on ne s'appelle jamais, mais le jour qu'on se verra, on parlera comme si on était encore sur les bancs de l'école. Robinson, ça a été après Braille et tout ça, d'une certaine manière un peu le boss de la cité, gérer le trafic de la cité, les grosses bagarres et tout ça. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'à un moment, donc, il s'est associé avec un mec et ce mec avait une boîte de bâtiments. Et ça a duré 1 an ou 2 max. Et le mec a foutu en l'air la société. Donc je sais pas, là, moi je connais pas les tenants, les aboutissants. Mais en gros, la société, elle devait être liquidée, quoi. Et Robinson, pas d'accord, il avait mis ses billes dedans, il a dégagé le mec, en gros, quoi, et il a dit, moi, maintenant, je vais m'occuper de la société tout seul. Sauf qu'il avait jamais fait d'études de rien, et il s'y connaissait pas, donc, pour tenir une société, ni dans le bâtiment, et pourtant, il a réussi à tenir la boîte, et aujourd'hui, il a toujours cette boîte. Et là, vraiment, big respect, et ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment une force aussi de caractère, et il y a peu de gens qui auraient à ce moment-là réussi à s'accrocher pour s'en sortir et de créer sa boîte. Je trouve ça intéressant parce que c'est comment on se sort de la cité. Il faut arrêter de faire les pleurnicheuses les uns et les autres. Moi aussi, je suis rentré dans l'audiovisuel, j'avais juste mon permis de conduire.
Et j'ai dû repasser mon bac pour avoir la convention de stage, pour avoir des stages. Donc il y a un moment, oui, les belles gueules, ça aide, les sales gueules, ça aide pas, mais je veux dire, si t'as une sale gueule, tu peux quand même faire du cinéma, quoi. Cette série est dédiée à la mémoire de Cédric, alias Timer, celui qui n'avait pas le temps, qui nous a quittés à l'automne 2020.